Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et ce soir on va reparler de Rennes-le-Château. Nous sommes avec Rudy. Salut Rudy. Salut, ça va? Bonsoir à Eh tous. ben, très bien, merci à toi Rudy d'être avec nous. Et on est également avec Mike Aldébaran. Salut Mike. Salut Damien, salut Rudy. Une fois n'est Salut pas Mike. coutume, sur Rennes-le-Château, oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce soir on va regarder ensemble donc la fameuse émission Mystère qui a passionné, bon nombre d'entre nous, quand on était gamin jusqu'à, voilà, rendre certains enfin, par exemple, Rudy est devenu auteur grâce à ça, hein, Rudy. C'est ce que vraiment cette émission Ouais, qui c'est t'a c'est poussé, un peu quoi. raccourci, mais disons que je me suis intéressé à cette affaire par le biais de Mystère, ouais. Ouais, Auteur, ouais. c'est venu après, en fait, par la force des choses, mais ah Ah oui, oui, mais oui, non, mais voilà, mais ça t'a quand même malgré tout, ah oui, oui, voilà. oui, Tu as écrit des livres sur Rennes-le-Château, car tu as vu cette émission gamin et que ça t'avait vraiment marqué, quoi. Donc Mais ouais, comme c'est Christian chouette. Doumergue et Arcana aussi. Mmh. Ouais, Christian Doumergue, tout à fait, ouais, ouais et Ludovic, effectivement. Donc c'est vraiment une émission qui a marqué, beaucoup de monde. Et toi, du coup, Mike, ton rapport à cette émission, est-ce que tu l'as vu pareil, dans ton jeune âge ou, comment ça Oui, s'est passé? je l'ai vu à l'époque, ouais. Oui, oui, je l'ai vu à l'époque, ouais. Mais moi, je m'étais déjà intéressé un peu à Rennes-le-Château avant, de par les Charivari, tout ça, pas les fanzines, hein, c'était pas Picsou Magazine, c'était Charivari, moi. Puis il y avait la De revue Pégase aussi. 73, ça suit de 73, ouais. Puis il y avait la revue Pégase D'accord. aussi qui était éditée, La il me revue semble. Pégase, oui, avec Michel Vallée, ouais, ouais, effectivement. Oui. Mais bon, il y avait très peu OK. d'informations et Non, même après la diffusion de l'émission sur Mystère, il y avait rien. Donc, en non, gros, oui. il fallait même déjà te rappeler que c'était Rennes-le-Château. Moi, ça c'était resté dans un coin de ma tête. Puis un jour, et moi, pendant longtemps, j'ai confondu Rennes-le-Château et Vaison-la-Romaine. Je sais pas pourquoi. Et quand il y avait eu les inondations à Vaison-la-Romaine, j'ai cru que c'était à Rennes-le-Château que ça s'était produit. Ah, je sais pas. Puis un jour, Et oui, je vais à Deux Citres, à Annecy, et je suis tombé sur la clé du mystère de Rennes-le-Château d'Henry Lincoln, qui est un magnifique bouquin. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est mmh, génial ce truc. Et c'est comme ça que c'est parti. J'avais donc le nom et je savais de quoi on parlait. Et après, ben, moi, je me suis passionné. Il y avait la librairie Empreinte à l'époque mmh. sur Internet, donc bah, tu pouvais acheter des bouquins comme ça. Et ça, c'est né vraiment, on va dire vraiment à partir des années 2000. Donc, tu vois, de 92 à 2000, c'est dans un coin, mais t'as pas Mmh. d'informations. Bah, en fait, moi, j'avais été, à Rennes-le-Château tout petit à 4 ans avec mes parents, comme en Ségur ou Argénique, quoi, tu vois? J'avais été tout petit déjà, en fait, mais j'étais tout petit. D'accord. Ah L'initiation ouais. commençait très tôt, du coup. Oui, 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 et oui. Mais parce que tu avais des parents qui étaient passionnés déjà Ah par oui, tous oui, ces mon père était sujets-là? Ah passionné oui. par tous ces sujets-là. Il était passionné par Rennes-le-Château, par tous ces sujets, bien sûr, Templiers et oui, bien sûr. Bah, par mon grand-père OK. aussi, Guithieu, voilà, qui avait travaillé pour Jean Chomey et Géno Sandry pour des cartes géophysiques, voilà, en D'accord. 76. Donc j'étais déjà un peu dans le bain de tout ça, Ah me oui, oui, ça se depuis comprend, tout ouais. petit, quoi, OK. en fait. Eh ben, écoutez, moi, ce que je propose, c'est qu'on démarre cette émission mystère et on va réagir au fur et à mesure, sur ce que l'on voit à l'image et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes, à raconter. Est-ce que vous êtes prêts? Mmh mh. Ah oui, Allez, carrément. eh ben, je lance cette émission. Nous sommes dans le sud de la France, dans la belle région de l'Aude. Une région chargée d'histoire, mais aussi de mystère. Car c'est ici que serait caché un fabuleux trésor. Tout a commencé sur cette colline, qu'on nomme la colline envoûtée, et qui surplombe un petit village d'une trentaine d'habitants, Rennes-le-Château. Tu vois, c'est magnifique parce que Indiana Jones. le Oui, décor, il est planté tout de suite. ouais. Tu sais, c'est C'est là marrant parce que je pense qu'ils filment, bah, c'est de l'hélico, mais je pense qu'ils partent de Rennes-les-Bains. Tu sais, Mike, tu peux peut-être confirmer, mais je pense que c'est entre Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château, je pense, oui. on voit la forêt et on voit le village et vraiment, mais tu te dis, mais oh, c'est perdu dans la cambrousse, il n'y a rien autour. C'est aussi la voix envoûtée. La voix déjà nous met dans l'ambiance Et moi, ce que je trouve génial, et des de tous les mystères. mystères qu'on a déjà pu traiter, et puis avec ce qu'on se rappelle de ce qu'on a pu voir, c'est l'écriture est toujours excellente. La mise en image et Oui. le texte et c'était vraiment super bien fait. Non, mais c'est vrai que là, c'est fabuleux, puis on a vraiment l'impression, oui, d'un petit village complètement perdu comme ça, avec tous ces arbres autour, comme s'il y avait aucune, civilisation à des kilomètres et des kilomètres et il est Ouais, là perché sur son rocher, puis cette musique d'Indiana Jones, hein, comme tu l'as dit, Mike, Ouais. qui, évidemment de suite,
te met dans l'ambiance de l'aventure, des trésors, des souterrains. Enfin, t'as vraiment tout là qui arrive. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce petit village? C'est Ça doit déjà être croisade complètement contre dingue. le Graal. Croisade contre le Graal. déjà. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est magnifique, ouais. Un village qui reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier, attirés par la légende du trésor de la Bessonnière. Ça, c'est le diable d'origine hein, qu'on voit. Exact. Et oui. Mm. Vrai, puisque celui qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà le 3e. Hein. Mais c'est vrai que pour le diable, effectivement, il a été cassé à de multiples reprises. Oui. C'est dommage hein, quand tu vas là-bas de pas te dire ouais c'est l'original, c'est celui qui était là à l'époque de Saunière. Alors le corps, oui, en fait, c'est les mains et la Ouais, tête. mais la tête et tout, ouais, tout a été cassé, reconstruit. Donc, puis il a été cassé il y a pas très longtemps là. C'était quand? Oui. C'était en 2020, je crois, un truc comme ça qu'il Et avait été pendant les recassé. élections, c'était une femme intégriste qui avait saccagé la tête du diable et qui avait cassé aussi l'autel. Ouais. Oui. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui il est dans une boîte en plastique. Hein, il y a du plexi autour, donc Il est tu veux comme faire une Merlin, photo. enfermé dans sa bulle. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est Donc, Viviane, elle l'a enfermé. Je suis tout à fait persuadé que la Bessonnière a découvert, sinon un trésor, du moins un magot d'une certaine importance. Je suis persuadé, mais il s'agit d'une conviction intime, hein, je ne peux en aucun cas la démontrer aujourd'hui, qu'il reste quelque chose. Mais ce quelque chose, est-ce que ça provient du trésor de la Bessonnière ou est-ce que ça provient d'un autre dépôt, d'une autre nature? Là est la question. Mais du coup, il ouvre 2 pistes en fait. Est-ce qu'il y a un trésor à Rennes-le-Château ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand ailleurs? Déjà, hmm. qu'on présente Jean-Pierre Montel, qui est le deuxième à avoir écrit après Gérard de Sète sur Rennes-le-Château. Nouveau trésor à Rennes-le-Château, C'est ça, 74. En 1974, et c'est le premier livre qui est écrit en dehors de la sphère plantardienne. Hein, C'est ça, voilà. exactement. Alors, c'est un livre qui est génial. Mike, je ne sais pas, tu me contrediras ou pas, mais Ah oui. c'est un livre qui pose déjà toutes les bases de ce qui va arriver après. Mhm. C'est-à-dire même jusqu'à ce que moi j'ai pu écrire et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est génial, cette vision d'ensemble dès 74. Alors, je ne sais pas où Jean-Pierre a réussi à choper une telle ouverture d'esprit et d'ouvrir autant de pistes. Mais c'est un livre qui mérite d'être relu aujourd'hui avec le recul et de se dire waouh, ouais, mais en fait, voilà, il y a tout. Mais il a vu beaucoup de choses avant les autres. Hein. Ça a été oublié que c'était lui qui avait vu par exemple, le deuxième chemin de croix. Il avait parlé déjà à l'époque. Ouais. Ce genre de choses. Hein. Il y a des choses dont il. Et puis la dalle, mais on en reparlera après de la dalle. C'était lui aussi. Et alors là, du coup, on voit la Bessonnière. Est-ce que c'est son vrai portrait d'ailleurs? Non, ça c'est son frère Alfred. C'est Alfred, ouais. Hmm. Ben, pendant longtemps, les auteurs ont mis Alfred à la place. Ils se sont trompés. Dès déjà la dépêche, là, avec Salomon, là, ou Salomon. Ouais, le premier article de la Dépêche du Midi, on met déjà pas la bonne tête. Ouais. Déjà, ouais. Ça commence bien. C'est étonnant parce que tu te dis, tu sais que quand tu visites la Villa Béthanie, tu as les 2 portraits, tu as la Bessonnière Béranger et puis tu as Marie Desnarnaud, tu sais, ces 2 portraits qui sont dans les cadres comme ça. Mmh. Donc ces cadres, ils existaient à l'époque. Alors comment ça se fait qu'on a été montré ceux d'Alfred à la place, puisque finalement, tu vois bien que c'est pas les 2 mêmes. Alfred est plus rond, tu vois bien que c'est pas le même visage. Ouais, c'est particulier, hein, cette confusion qui a eu là sur les 2 frères pendant très très longtemps. La Bessonnière reste une énigme pour de nombreux historiens. C'est un homme intelligent, volontaire et ambitieux. Mais il n'est qu'un modeste curé de campagne. Il est pauvre et pourtant, il a vécu comme un seigneur. C'est en 1885 que Béranger Saunière est nommé curé à Rennes-le-Château. Juste une question, les images là, Mike, ça provient de la reconstitution qui avait été faite avec Corbu ou pas? Là, j'ai pas d'idée là-dessus. Et tu sais que moi, gamin, j'avais 12 ans, hein, je croyais que c'était des vraies images du prêtre. Oui. Et toutes les images de reconstitution qu'on va voir, j'étais persuadé que c'était des vraies images. C'était les documents interdits. J'ai cru que il aurait pu en faire un à Rennes-le-Château. Ouais, c'est vrai, il y avait moyen. Ouais. Philippe. C'est vrai qu'on se demande d'où sortent ces images. Est-ce que c'est une reconstitution faite par TF1 ou est-ce que il n'y avait pas eu un vieux téléfilm qui avait été fait? C'est pas des images de téléfilm peut-être? De Jean-Marc non pas Jean-Marc Thibault, ça c'est rien à voir. De comment Thibault, mais je me rappelle plus le prénom. Oui, il y a eu un film, oui.
Ouais, et puis ça se passe même pas à Rennes-le-Château, ils n'avaient pas eu le droit de tourner là-bas, Non. donc ils avaient dû retrouver une autre église. Quand il pénètre dans son église pour la première fois, il est atterré. L'église est en ruine, la voûte s'affaisse, la toiture est délabrée. Pour rénover cette église, il faudrait beaucoup d'argent, et l'abbé Saunière n'a pas un sou vaillant. Il va donc tout d'abord faire appel au maire de Rennes-le-Château, mais ce sera en vain. Les villageois sont trop pauvres pour financer de tels travaux. L'abbé Saunière ne se décourage pas. Il va trouver une riche donatrice. C'est vrai que c'est marrant quand même ce vieux film-là. Parce que Mais c'est à peu près la taille de l'église en plus, hein. C'est assez bien foutu. Hein. Je trouvais que même au niveau proportion et projection, on est pas mal. Hein. Là, par rapport à ce que le film nous raconte, l'histoire de la riche donatrice et tout, on n'est pas loin de ce qui se dit encore aujourd'hui. Hein. C'est pas trop obsolète, je pense. Non, parce que tu sais, le problème de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est qu'il y a toujours des nouveautés, puis qu'il y a toujours des choses qui ont été dites, puis qui ne sont pas vraies, puis on revient dessus et tout. Le schmilblick, comme le dira Jean-Pierre plus tard dans l'émission. Le schmilblick ou le marasme, moi j'aime bien employer ce mot. La NAS aussi. Ouais. Ça, c'est On est près dedans. La NAS est plus pernicieux, c'est encore autre chose. Oui, c'est Plantard. La NAS. En quelque sorte. Il est certain qu'il a eu un don de la comtesse de Chambord, puisqu'il le mentionne, assez important, puisqu'il est de 3000 francs or. Alors la restauration a démarré et, tout d'abord par le remplacement, l'enlèvement du vieux maître-autel qui est très, très ancien et dont on a une description fidèle, puisque l'abbé lui-même a écrit que le maître-autel était formé d'une pierre. Et d'ailleurs, ce monsieur Captier, là, il est devenu quoi alors? Antoine Captier est marié avec Mademoiselle Corbu, Claire Corbu, qui était la fille de Noël Corbu qui a racheté Marie Desnarnaud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est compliqué. Voilà. Mais Marie Desnarnaud, c'était la servante de l'abbé qui a gardé le domaine jusqu'à sa mort. Et donc lui, il est marié à la fille de Noël Corbu, et lui, c'est l'arrière-petit-fils du carillonneur qui aurait découvert les parchemins dans l'église. Moi, j'ai toujours un peu des doutes sur toute cette histoire, j'ai l'impression. Alors, je pense pas qu'il soit de mauvaise foi, mais je pense qu'on raconte, on re-raconte, puis au bout d'un moment, ça devient un peu tout vrai, tout ça. En tout cas, derrière lui, il a la photo d'Alfred Saunière et il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Mais, Claire a bien connu, bien sûr, Mademoiselle Marie, comme elle l'appelait, Desnarnaud, mais elle était petite, en fait. Oui, elle était petite, parce qu'elle est morte en 53, Marie Desnarnaud. Donc. Et Corbu, c'est grâce à lui, en fait, toute l'affaire s'est montée d'un coup. Hein. Enfin, médiatiquement en France. Quoi. C'est lui qui en fait la dépêche, Midi, tout ça. Et tu penses que sans Corbu, cette affaire serait tombée dans l'oubli et personne n'en aurait jamais reparlé? La grande question, c'est, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'affaire connaît un retentissement national avec le livre L'Or de Rennes, écrit par Gérard de Sède sous la houlette de Pierre Plantard. Et la question, c'est de savoir, est-ce que Pierre Plantard est venu à Rennes-le-Château parce que Noël Corbu en a parlé, ou est-ce que Noël Corbu en a parlé, mais Pierre Plantard connaissait l'affaire déjà avant, et c'est un concours de circonstances que les deux en parlent en même temps, ou est-ce que Plantard a piloté Corbu? Parce que Plantard a été piloté pour venir à Rennes-le-Château aussi. Oui, mais est-ce que Corbu, c'est quelque chose qui est fait de manière indépendante, ou est-ce que Corbu et Plantard se sont entendus un peu avant? Non, même ça, c'est compliqué de savoir comment commence vraiment le truc. C'est le premier à avoir fait des bandes magnétiques pour faire écouter aux gens, il avait marre de raconter, donc ici, et là, les gens étaient, il y a quelque chose de sérieux, il y a même des bandes et tout pour écouter l'histoire. Et puis, il a amené tout le mythe des Wisigoths, le Blanche de Castille, le trésor, enfin, il a tout mis en même temps, quoi, ce qui fait que les gens venaient, bien que dès 1928, c'est ce qu'a dit Claire, il y avait des gens qui étaient intéressés, comme qui étaient venus voir Madame Desnarnaud à l'époque. Bon, très peu. Ouais, comme quoi, hein. C'était assez étonnant. Hein. Mais on va continuer dans le reportage parce que je pense que ceux qui ne connaissent pas n'ont pas vu encore l'étendue du domaine. Oui. Mais en tout cas, sacré coup marketing quand même de la part de Corbu qui avait trouvé là le bon filon. Quoi, parce que l'histoire, elle est comme ça. C'est-à-dire que Marie Desnarnaud va vendre le domaine en viager à Noël Corbu. Marie Desnarnaud va décéder et quand Noël Corbu devient propriétaire du domaine, il va le transformer en hôtel-restaurant. C'est ça. Et les gens vont venir, et pour faire venir les gens, il va relayer cette histoire de trésor, et il va créer un premier mythe, on va dire, avec ce que tu disais, Blanche de Castille, les Visigoths et tout ça. En janvier 56, avec la Dépêche du Midi. Voilà. Et la Dépêche du Midi va faire 3 articles qui vont suivre, et c'est comme ça que ça commence, on va dire, d'un point de vue régional. Et après,
un peu plus Donc après, national, voire jusqu'à ça va prendre. international. Ouais. Un soir, alors qu'ils descendaient du clocher, alors que les ouvriers étaient partis, qu'ils étaient en train, les ouvriers, de démolir tout ce qu'il y avait dans l'église, en particulier la vieille chaire, il va voir un objet brillant, au milieu de gravats, et à côté d'un vieux balustre. Alors il s'en approche, et je suppose qu'il a dit Macarel Kezako, puisqu'il a vu que c'était effectivement une fiole qui contenait un petit bout de papier à l'intérieur. Alors ça, on peut toujours le voir, hein, je crois dans le musée, on voit ce balustre-là avec le petit trou à l'intérieur. Est-ce qu'il est d'origine ou pas? Le trou a été rajouté Ah, ça a et été rajouté. ouais, parce que regarde, si tu regardes dans le reportage, même là avec l'image fixe, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a absolument pas de trou, c'est simplement un morceau de bois manquant et il va faire coulisser le morceau de bois dedans. Mais une fois que tu as mis le bout de bois, tu peux pas mettre la fiole. Il n'y a pas de trou. Et par contre, dans le musée de Rennes-le-Château, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont creusé un trou dans le pilier pour mettre la fiole dedans, pour que les gens voient ce qui n'était finalement pas visible à l'époque. Donc en fait, il y a une polémique avec cette histoire de pilier creux. Le pilier creux de l'hôtel, on est d'accord. Mike, je pense que tu es d'accord. De toute façon, il y a une niche, donc on peut la voir aujourd'hui. Mais le pilier en bois, mais moi j'ai entendu dire que c'était même pas une pièce de l'église, que c'était une pièce qui avait été achetée chez un antiquaire à l'époque. C'est possible, il y a cette piste-là, oui. Moi, je pensais vraiment que c'est un vrai pilier, quoi, dans le musée. Alors c'est un vrai pilier, mais est-ce que c'était Rennes? Ouais, mais c'est pas celui de Rennes-le-Château, quoi. Ça peut ne pas être ça, mais en tout cas, ce pilier en bois ne peut pas contenir une fiole à l'origine. Voilà, c'est ça qui fait. De porter sa découverte à la Bessonnière, il attend probablement une réponse, mais la Bessonnière lui dit évasivement, ce sont certainement des reliques, ça n'a aucune importance. Et à partir de ce jour-là, la Bessonnière, donc, ne parlera plus jamais, malgré les quelques approches qu'a essayé de faire mon arrière-grand-père, de cette trouvaille. C'était pour lui des reliques au point final. Mais mon arrière-grand-père n'était pas dupe, je crois, puisqu'il a toujours dit chez nous, c'est grâce à moi que la Bessonnière est devenue riche. C'est-à-dire donc c'est à partir de là que la Bessonnière va entamer ses recherches et qu'il va trouver 2 jours plus tard la fameuse dalle dite des chevaliers. Donc en gros, ça veut dire qu'il trouve donc ce document dans la fiole qui l'emmènerait à chercher du côté de cette fameuse dalle, en fait? Ou c'est Ouais, c'est c'est pas ça. lié? Ouais, d'accord. Donc en fait, par ce papier, il apprend qu'il y a quelque chose d'autre caché quelque part. Enfin, en gros, on peut imaginer ça, quoi. Oui, il y a plusieurs versions, mais la Ouais. plus commune, c'est celle-ci, ouais. Michel Vallet va plus loin, il parle d'une chemise noire dans laquelle il y aurait des clés, des documents. C'est bon, encore une fois, il parle de ça, on ne sait pas d'où il tire sa source, c'est toujours un peu le même problème. Dans la Mais salle. bon, apparemment, il y aurait eu des fouilles dans l'église, il y aurait eu un document qui aurait indiqué qu'il y avait quelque chose sous l'église. Voilà, c'était ça. La dalle des chevaliers que les maçons vont découvrir est d'époque mérovingienne. Cette dalle, qui paraît anodine au premier abord, est entièrement sculptée en dessous. Elle semble avoir été posée à l'envers. À la vue de ce qu'il y avait sous la dalle, l'abbé a congédié immédiatement les 2 maçons en prétextant que c'était l'heure du déjeuner. Alors là, la fameuse dalle, est-ce que d'ailleurs celle que l'on voit dans le musée est la vraie dalle ou pas du tout? Ou Oui, c'est une mais reconstitution? même celle du film, je pense que c'est la vraie. C'est pour ça que le coup de pioche qui est mis dessous, il m'inquiète un peu. Bah après, il parle d'époque mérovingienne, mais je suis même pas sûr. Hein. Mais ils avaient eu le temps, eux aussi, d'apercevoir sous la dalle un étrange récipient rempli d'objets brillants. Nul ne sait ce que la Bessonnière a trouvé ce jour-là. Mais il est certain qu'à partir de ce moment, les villageois l'ont vu creuser la nuit dans le cimetière, accompagné de sa fidèle gouvernante, Marie Desnardeau. Bon, il y a quand même vraiment tous les éléments d'un bon film d'aventure, là, c'est incroyable quand même, hein. Donc entre tout ce qu'il trouve, plus maintenant la dalle, et puis aller fouiller dans le cimetière, enfin c'est Ah, mais la mise en image, elle est magnifique en plus. Hein. ah mais c'est très chouette, ouais, c'est très, très chouette. Ouais. Moi, je comprends pas que ça a pas été réutilisé d'ailleurs, pour faire une adaptation plus moderne, en fait, de cette histoire de Rennes-le-Château. Moi, je trouve qu'il y a vraiment le potentiel d'un super film, quoi. Surtout au moment où était sorti, le film, The Da Vinci Code et tout ça. Tiens, peut-être qu'il y aurait eu moyen là, à ce moment-là, de faire autre chose, mais ça a pas été fait, quoi. Bah, depuis l'Heure du Diable en 89, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de film Ouais, il y a rien. majeur, on va dire. Enfin, il n'y en a pas eu du tout. Non. Ah, il y aurait moyen. Et puis pourtant. Et ah oui, bah ouais, ouais. c'est clair. Mais surtout dans la période Da Vinci Code, là, ça aurait Bah été oui, un il n'y a que carton la total. bouteille de vin de Oui, Da Vinci ouais. Code qu'on voit. Et C'est vrai. tout. Oui, La fameuse bouteille de vin avec la tour Magdala, ouais. Le c'est nombre ça. de personnages quand même. Hein. Oui, il y a Comment Saunière aussi, je crois, au début, là, il y a un Oui, qui gars est tué, oui. Saunière. Le directeur du musée, ouais.
Voilà. Ouais. Une nuit, l'abbé va trouver une stèle où est gravée l'épitaphe de l'épouse du seigneur de Rennes-le-Château. Mais cette épitaphe comporte des anomalies étranges. C'est génial. On passe d'images d'archives que moi je croyais être des vraies, tu vois, pour te dire. Pourtant, Et la musique, on se croirait dans un épisode des Envahisseurs ou des Compagnons de balle ou les Compagnons GU. On est déjà dans une ambiance particulière. Là, la musique, ça fait un peu film de la Hammer, tu sais, en plus c'est en noir et blanc. Ouais, les Hammer. Ouais. Il manque que la momie qui sort du truc. Ça, je pense aux Compagnons de balle, ouais. Parce que c'est très ancien aussi. Mais la transition, elle est parfaite entre les images d'archives et là, par contre, elle est vraiment en mousse, la stèle. Donc, c'est génial, puisqu'en fait, tu passes d'une histoire un peu légendaire à la réalité de cette stèle qui est là devant toi. T'es gamin, tu vois ça, mais même moi, ça me le fait encore en le voyant aujourd'hui, tu vois. Tu te dis, Nous avons reconstitué la dalle de la marquise de Blanchefort. Donc on constate à première vue que le graphisme est presque incompréhensible sur la tombe d'une dame de haute naissance. Si on pose comme hypothèse de travail que le T signe le trésor, on a d'autres possibilités que de suivre les autres T pour voir s'ils se trouvent en place. Celui-ci est correct. Celui qui devrait se trouver dans le mot Haute-Poule a été effacé, ou plus exactement, il manque. Celui de Blanchefort est à la bonne place. Celui du mot 7 a été décalé pour prendre la place qui logiquement revenait à la lettre P. Quant au dernier, il se trouve dans un mot fabriqué de toutes pièces qui est le mot catin, par glissement et césure au mauvais endroit du mot requiescat. La césure devrait donc se trouver ici. Et nous avons l'interprétation évidente qu'apparaît. Le trésor n'est pas ou n'est plus chez les Haute-Poules, absence du T. Il a été déplacé. Il se trouve au milieu du mot catin, qui nous renvoie au mot latin catinum, qui signifie grotte ou caverne. C'est génial. Le décodage, il est génial. C'est le premier à avoir fait le décodage, en 75 d'ailleurs. Non, alors après on a une petite interview de Jean-Pierre qui a eu la gentillesse de nous faire. Il va expliquer d'où ça vient et tout. Mais moi, ce qui me fascine dans ce décodage, c'est que finalement je suis pénible avec ça, mais ça t'amène à rien. Ça te dit simplement que le trésor a été déplacé dans une cache. T'as rien gagné avec ça. Tu vois, c'est tout le problème. C'est génial, c'est enchanteur, c'est tout ce que tu veux, mais là, il est dans une cache. Tu l'as trouvé. C'est vrai qu'on n'en sait pas plus. Quelle cache, quelle grotte. Qu'est-ce qu'on a appris en fait dessus depuis le temps, puisque là, ça date un peu ce documentaire. Mais depuis, est-ce que c'est toujours resté pareil? Le décodage est resté le même? Est-ce qu'on a eu de nouvelles informations? Comment? Moi, j'avais proposé quelque chose qui allait dans le sens de ce que je démontrais, mais après, c'est toujours pareil. Quand tu fais des décodages, ça t'amène. Bon, ça m'a amené à quelques points qu'on va retrouver après dans mes autres écrits. Déjà, c'était de savoir si cette stèle, elle existait ou pas, puisque je ne sais pas si ça va être dit dans le reportage, mais cette stèle, elle a jamais eu d'existence physique. On l'a jamais vue, personne l'a vue, puisque la légende veut que la Bessonnière l'ait totalement effacée. Donc voilà. Mais il y avait eu un relevé qui avait été fait par la CESA en 1905, c'est ça? Et c'est une petite brochure là comme ça. Enfin, en fait, la CESA faisait des excursions et les regroupait dans un gros manuel et de temps en temps faisait des tirés à part. Bon, c'était comme ça à l'époque. Puis après, ils étaient archivés. Et en 1906, il y a un tiré à part qui va apparaître sur cette excursion à Rennes-le-Château où est évoquée cette stèle. Et il y a le dessin de la stèle qui est inclus dans ce tiré à part de 1906. Et cette figure de la stèle telle qu'elle est reproduite, c'est celle qu'on voit à peu près partout et qu'on va retrouver aussi dans les documents de Plantard. Et des fois, elle est un petit peu différente, elle a quelques formes un peu différentes. Et donc, ce dessin, il existe bien dans ce tiré à part de 1906. Mais la stèle en elle-même, on ne sait pas où elle est. On ne sait même pas si elle a existé ou si c'est juste un dessin qui a été rajouté. C'est ça, ouais. Mais voilà, donc là, ce que tu vois, la reproduction en mousse est faite à partir du relevé de la CESA, voilà. Donc on n'a jamais retrouvé du coup cette fameuse stèle. Donc elle est non. Possiblement, ça se trouve, elle a été inventée toute pièce alors. Oui.
Oui, mais alors en 1906, à ce moment-là, à l'époque où il y avait encore les prêtres, et pas à l'époque plantardienne, plus tard. C'est pas une mystification, si tu veux. Il y a quoi qu'on en dise, un dessin d'origine en 1906 de cette stèle. La légende veut que ça soit la Bessonnière qui l'ait détruite, pour pas laisser le message à d'autres, alors qu'elle a été relevée par la CESA avant. Et d'ailleurs, il y a une des photographies de la stèle qui provenait d'un dossier d'archives de Pierre Plantard, déposé à la BNF, le dossier Le Cercle. C'est vrai. Qui a été repris après dans le Pégase numéro 5, mais plus tard, pas à l'époque. Tu veux parler de la photographie quand la stèle est brisée? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Okay. Oui, ça fait partie de toutes ces pièces, on ne sait pas trop comment les articuler, on ne sait même pas si c'est vraiment lié à quelque chose. En tout cas, il y a René Descaillès, Descadellas, pardon, qui est aussi dans la partie, tout ça aussi. Oh, mais lui, il était pas de la bande de Plantard, apparemment il le connaissait quand même. Mais ouais, c'est tout le problème de cette histoire, c'est que les pièces sont là, on ne sait pas d'où elles viennent vraiment. Donc tout ce qu'on peut attester, c'est qu'en 1906, le dessin de cette stèle existait. Et qu'il existe, bah, c'est celui qu'on voit partout. Voilà. Et que la stèle en mousse est faite à partir de ce dessin. Et ce serait Dr Marty qui l'aurait enlevé du cimetière, en fait. Et qu'elle serait à Carcassonne dans un jardin, c'est ce qu'il se dit. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Bon, bah, faut faire tous les jardins de Carcassonne. Avec un drone, c'est faisable. Ça prendra du temps, mais bon. Dans son journal intime de 1892, l'abbé note « Jeudi 21, découverte d'un tombeau ». Et à partir de ce moment-là, il se lance dans les travaux et dépense sans compter. Il achète 6 terrains, fait construire la tour Magdala pour sa bibliothèque, la villa Béthanie où il va résider et recevoir fastueusement de nombreux invités prestigieux. Les repas sont raffinés, l'alcool coule à flot. Il entretient même une relation soutenue avec une des femmes les plus célèbres de l'époque, la cantatrice Emma Calvet. Oui, alors ça c'est pas vrai. Bon là, oui, c'est la belle histoire là. Il l'a plus peut-être vu dans les chocolats poulains en carte postale qu'en vrai. Alors tu sais que si tu arrives à te procurer cette carte d'époque de chocolat avec Emma Calvet, je l'ai, et ben derrière tu la retourneras, et ben c'est écrit Église Saint-Sulpice. Ah. Il y a un truc, alors ça m'a toujours amusé ça. Parce que moi je l'avais retrouvé, tu peux la retrouver sur eBay pour 4 francs 6 sous. Donc je sais pas s'il y a un lien ou pas. Peut-être qu'on nous renvoie vers Emma Calvet par rapport au chat noir et les occultistes de la Belle Époque, Maurice Leblanc et tout ce que tu veux, la sœur à Maurice Leblanc. Mais peut-être aussi qu'on nous ramène à Saint-Sulpice avec. Et à Gisors aussi. Oh alors là je ne peux pas aller plus loin. Mais parce que le dossier Gisors c'est encore autre chose. Mais oui, dans le reportage de Mystère, on retrouve quand même quelques éléments de la belle histoire. Voilà. Et puis bon, les raccourcis sont assez rapides, mais c'est un peu ça quand même. Il n'y a pas trop d'erreurs encore, je trouve. Mais est-ce que Emma Calvet est réellement venue à Rennes-le-Château ou pas du tout? Non, bon, ça on peut pas le dire. On n'a pas de preuve de ça. Ouais. Même parmi les habitants, des choses comme ça, il n'y a rien qui a été par exemple noté ou je sais pas. Figure-toi que c'est très étonnant. Il y a un calvaire à Rennes-les-Bains, donc le village d'en dessous, pour ceux qui ne connaissent pas, et le calvaire est signé E. Calvet. Comme Emma Calvet. Et ça m'a toujours énormément surpris. On soupçonnera plutôt Alfred qui aurait été dans ces cercles-là, mais même là, on n'a pas de preuves. Ah, avec le cercle de Marcotte, si, ouais, t'as des énormes faisceaux d'indices quand même. Oui. Et bien sûr, l'église est somptueusement restaurée. Comment expliquer que ce modeste curé de campagne va dépenser la somme astronomique de 2,5 milliards de centimes? 2,5 milliards de centimes. À l'époque, ça devait être une sacrée somme. C'est l'homme qui va être un milliard. Ouais, mais je crois déjà tu dis 2 milliards de centimes, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est des centimes, ramène ça en France. C'est des centimes. C'est vrai que pourquoi le dire en centimes et pas en parce francs que les pour centimes, donner un truc encore plus... Non, parce que les centimes, c'était l'équivalent des anciens francs. D'accord. Donc quand tu disais 2 milliards de centimes, c'était 2 milliards d'anciens francs. C'est les anciens francs, ouais. Ça parlait plus pour les anciens, si tu veux. Voilà. D'accord. Bon, après, le domaine, il est évalué à certains prix, après d'autres prix. Quand tu écoutes Le Grand Virage, il donne encore d'autres évaluations de prix. C'est comme au début, il dit que la comtesse de Chambord, elle a donné 3000 francs or, et en fait, c'était 1000. Et puis, on a retrouvé des documents où c'est 1000, d'autres c'est 3000, parce que Saunière devait justifier, quand il y a eu son procès, il a dû justifier ses fonds, donc il a un peu grossi toutes les sommes. Donc, c'est assez compliqué de savoir à 10 000 francs près le prix exact, 10 000 euros, on va dire aujourd'hui.
Bon, après, il balance un chiffre comme ça le fait bien. C'est TF1, c'est 20h50, c'est cool. Après, le domaine, il est quand même. On dit que c'est tout petit, mais quand tu fais le tour à pied, c'est quand même assez grand. Hein. Ah, c'est quand même, ouais, c'est pas mal, hein, déjà. Hein. Pas mal, hein, surtout pour la région et le lieu et là où il était. Il a fallu monter les pièces, faire le terrassement, monter le belvédère, tout ça. Non, c'est pas mal. Mais c'est surtout ça, en fait, effectivement, parce qu'à l'époque, il n'y a pas cette grande route hein, qu'on a aujourd'hui et qui va direct en haut. Donc, t'imagines pour monter tout ça, elle est quand même. Ah, bah, c'était avec des bœufs, des chevaux, ouais, c'était ça. C'est Hein. ça. Il y avait un sacré boulot là, quand même, aussi, déjà, de monter tout là-haut. Ça s'est fait en combien de temps le domaine? Ça commence en 85, enfin, ça commence en 91 et ça se termine en 1906. Donc, Ouais. tu vois, ça fait quand même un paquet d'années. Hein. Qu'est-ce qu'il construit en premier? Genre, il y a la Villa Bethany, tout ça, et après, derrière, par exemple, il fait la tour Magdala seul, et après, il y rajoute ce. En 87, il commence déjà à faire le porche de l'église et l'hôtel. En 1887. En 91, il continue parce qu'il a des premiers dons. Après, en 91, et de 91 à 97, là, il fait toute l'église et tous les jardins. Et en 97, il y a l'évêque Billard qui vient inaugurer l'église. Et là, il n'y a que l'église qui est faite. Et ensuite, le domaine, c'est-à-dire la villa, les jardins, le belvédère et les tours, ça, c'est jusqu'en 1906. C'est en 2 temps, en fait. Ouais. D'accord. Marie Desnarnaud disait aux habitants de Rennes-le-Château, vous marchez sur de l'or. Et elle disait aussi, avec le trésor de la Bessonnière, on pourrait nourrir le village pendant 100 ans, et encore il en resterait. Alors moi, ça m'a toujours intrigué, cette histoire-là. Vous marchez sur de l'or. Comment on peut l'interpréter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, est-ce qu'on a compris un petit peu ce qu'elle a voulu dire par là, quoi? Quand tu entends ça, tu ne peux que imaginer qu'il y a un trésor, en fait, qui est là, sous la colline de Rennes-le-Château, quoi, qui est sous ce village, qui a quelque chose, en fait, qui permet de gagner de l'argent. Donc, et on n'a jamais rien trouvé malgré tout, quoi. Bon, l'idée, ça serait que sous l'église, il y aurait une crypte et que le trésor de l'abbaye d'Alette aurait été caché sous l'église de Rennes-le-Château pendant la Révolution, en attendant que les événements se passent, et puis qu'une fois les événements passés, l'évêque d'Alette puisse retrouver son trésor et que Rennes-le-Château aurait fait office de coffre-fort. C'est une des possibilités, oui. Et du coup, comme la Révolution a été peut-être plus longue et peut-être un peu plus meurtrière, et puis qu'après il y avait les maladies, il y avait tout ça, parce qu'ils ont fui en Espagne, et ça c'est resté comme ça, et que le mot serait resté dans l'église, au cas où s'il ne revenait pas, en disant au prochain curé qui trouvera ce mot, sachez qu'il y a le trésor de l'abbaye d'Alette sous l'église, et que ça serait bien peut-être de le rendre. Je sais pas, j'extrapole un peu, mais c'était peut-être et qu'en fait, la Bessonnière, au lieu de ramener le trésor, on aurait fait son bien personnel, si tu veux. Dans les souterrains sous Rennes-le-Château, en partant de l'église. Ou peut-être même du cimetière. Quand Saunière meurt, il reste rien, en fait, de cette entrée vers la crypte? Je sais pas, ils disent qu'en fait, les souterrains, ils partaient vraiment très loin sous la colline, et puis qu'il y aurait eu des éboulements, et que c'était compliqué une fois les éboulements se seraient produits, tu n'avais plus accès à ce qui restait du trésor. Ah oui, d'accord, donc le trésor n'est pas forcément sous l'église dans la crypte, en fait. C'est plus un souterrain qui emmènerait à une cache, d'où le fameux éboulement qu'on voit dans le champ, là, c'est ça, à un moment donné, on voit des... Ok. Et c'est pour ça que Marie dit, avec ce que le curé a laissé, on pourrait faire vivre le village pendant 100 ans. Ça serait peut-être ça. Mike, qu'est-ce que tu en penses, toi, ta théorie là-dessus? Je rejoins un peu ça aussi, mais c'est toujours des théories. Hein. Et oui. Ouais, mais ce que disait Ludovic, justement, c'est que c'était la théorie la plus fonctionnelle. Donc je pense aussi, oui. Parce qu'il y a un inventaire du trésor de l'abbaye d'Alette qui a été retrouvé, et puis les pièces qui sont citées dans l'inventaire, on ne les a pas retrouvées. Donc à un moment donné, c'est qu'elles ont disparu quelque part. C'est ça. C'est l'indice le plus fiable. Et l'endroit où il y a le fameux éboulement là dans le champ, personne n'a jamais essayé justement de reprendre peut-être à cet endroit-là et de voir si en creusant autour, il n'y avait pas moyen de découvrir je sais pas, quelque chose, voir s'il y avait vraiment un souterrain là-dessous. Ou même via un radar, tu sais, ou un truc comme ça. Mike, ils ont fait un local technique vers le parking. Oui. Tu as peut-être vu. Moi, je dis toujours que le local technique, il est posé pile poil sur l'entrée du souterrain. C'est bien. Hein. Pourquoi pas. Au parc-mètre. Il est sous le parc-mètre. Ah, il y a le parc-mètre, mais sinon, il y a le local technique. En fait, les sous du parc-mètre, les sous, ils sont dans le trésor. Directement dans le souterrain.
Non, bah après, je sais pas. Il y a l'histoire de la bouteille de coca d'Alain Féral qui serait descendue dedans. Oui, voilà aussi, ouais. Oui. Ouais, ça c'est vrai que ça revient souvent cette On en histoire avait, on en avait pas mal de la parlé. bouteille. C'est ça, ouais. Ouais, bon en tout cas cette crypte, c'est vrai que Mais ils on se l'ouvriront demande pas parce que c'est la poule aux œufs d'or, c'est normal. Ah oui. Même malgré tous les. Tu l'ouvres et tu l'ouvres et tu trouves quoi? Tu trouves une vraie crypte du Moyen-Âge, c'est génial, c'est clair. Mais tu tues l'œuf, enfin tu tues la poule aux œufs d'or, il faut pas le faire. Et dans la période où Marie était encore dans le domaine, etc., c'est ça moi qui m'intrigue beaucoup, c'est que personne n'est descendu dans cette crypte, personne Mais n'était au courant de cette crypte-là. si, mais ils ont rapporté que Marie était très pieuse et que c'était un trésor d'église et qu'elle n'y touchait pas. Oui, mais pourquoi personne n'y est descendu à cette époque, tu vois? Après, je crois que ça a été plus ou moins rebouché, puis après, il y a eu les éboulements, donc après, il y avait une inaccessibilité de fait. Imagine que Marie Desnarnaud n'ait jamais dit cette phrase, que c'est simplement Corbu, qui était romancier, qui a inventé cette phrase. Ça, c'est pas impossible non plus. Et ben, une fois que tu enlèves cette phrase, bah, tu en enlèves beaucoup. Hein. Parce que Noël Corbu avait écrit Le Mort cambriolé, et je peux te dire que c'est un roman, il en a écrit qu'un, et ce roman est super bien. Il écrivait très très bien, il savait mener une intrigue. Hein. Donc il avait un certain talent dans l'écriture et dans l'imagination. Hein. Donc si tu veux dire que... Tu sais, il suffit simplement de dire vous marchez sur de l'or et vous... Voilà, les fouilles sont interdites, ça fait venir... Bah voilà, tu vois, c'est... C'est le mort cambrioleur. C'était en 43. Ouais, Le Mort cambrioleur, ouais. Ah, c'est génial comme bouquin, ça. Parce que c'est Arsène Lupin cambriolé, là. C'est encore autre chose. C'est un autre livre. C'est pas un très bon livre, mais on peut au moins caler un meuble avec. C'est l'avantage. Ouais, mais oui, effectivement, ouais. C'est vrai qu'on peut imaginer que Corbu ait peut-être raconté quelques petites choses comme ça pour attirer encore plus l'attention. Ouais, effectivement. Après, le problème, c'est que si tu commences à dire qu'il a pas... Tu vois, ça veut dire que tu remets en cause ce qu'a dit Claire Corbu, mais elle était enfant, elle l'a sans doute pas entendu, elle a peut-être entendu son père en parler, ainsi de suite. Puis tu remets un peu en cause la bonne foi des gens, donc c'est toujours un petit peu gênant, parce que sans doute Claire Corbu le dit de totale bonne foi, parce qu'elle l'a sans doute entendu de son père, mais son père a très bien pu l'inventer dans un but mercantile, même si c'est pas péjoratif. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu enlèves ça, bah, tu enlèves déjà beaucoup de choses. Mais bon, ça reste un champ d'hypothèse. Voilà, tu vois, c'est ça qu'il fallait faire dans le jardin de l'église, tu vois. Mais ils l'ont fait, t'inquiète pas, avant que les fouilles soient interdites, ils y allaient à la dynamite. Hein. Ouais. Charroux et tout. Et c'est par tous les moyens qu'encore aujourd'hui, on cherche le trésor. Le mec, il y va, il a la clope, tu sais. Là, on est sur un coup super, là. On peut pas vous le dire. Dans une affaire comme ça, je crois que le mieux... C'est le marquis de Blanchefort. C'est le marquis de Blanchefort. Non, mais... Bon, moi, j'ai eu l'occasion de le... Bah, je le connais. Je l'ai oui, bon, on le connaît tous. Ouais, on le connaît tous. Il est génial. Et un jour, je le vois, bon, on a discuté et tout, puis je lui ai demandé quand même, je lui ai dit, mais dans Mystère, qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout. En fait, Mike, peut-être tu connais l'histoire, mais moi, il m'a dit, bah, en fait, c'est la prod qui nous a dit de faire péter un coin dans un champ et puis de jouer la scène. Ah oui? Ah oui, d'accord, ouais. Bah, tu vois bien qu'il creuse comme ça, c'est du bon boulot. Oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. On est sur en plus, il dit bien, on est sur un coup là. Non, mais moi je me rappelle parce que en le quittant et en le saluant, tu sais, avant de quitter la salle du restaurant, j'ai été le voir, j'ai dit, tu sais, je suis sur un grand coup, hein, mais je peux rien dire. Elle est mythique cette phrase aussi. On est sur un grand coup, on peut rien dire. Dans une affaire comme ça, je crois que le mieux c'est de travailler l'intuition. Et travailler l'intuition, c'est peut-être regarder une carte topographique, les courbes de niveau, un certain nombre de signes conventionnels de la carte, et essayer arbitrairement de relier entre des points qui, en principe, n'ont pas forcément de connexion. Et on a un certain nombre de chances, à partir de là, de voir se dessiner des pistes. Une fois qu'on a ces pistes, on peut en dérouler certaines, et il arrive que certaines de ces pistes nous amènent à des choses intéressantes. Tu vois, le reportage, il est de 92, mais tout le passage que dit Jean-Pierre, je l'ai repris dans mon dernier livre. Toute son explication. Il avait compris beaucoup de choses, déjà. Je l'ai repris entièrement parce que la démarche, elle est assez bonne, si tu veux. Du coup, ça va nous amener à la suite. Pour beaucoup de chercheurs,
La piste commence dans l'église où l'abbé Saunière a installé un étrange bénitier et une inscription. Par ce signe, tu le vaincras. L'abbé nous indique-t-il ainsi que par les signes de croix, le trésor peut être trouvé? Il est certain que ce bénitier présente un phénomène magnétique étrange. Si l'on place une boussole au pied des statues, on s'aperçoit qu'elle indique 3 directions différentes. Est-ce que c'est vrai ça, Rudy? Oui, mais ça s'explique. Parce qu'en fait, le bénitier est structuré par... En fait, il y a des barres en fer dedans qui le tiennent. C'est des éléments de moulage, si tu veux. Tu as le diable qui est en plâtre. Tu sais, c'était les statues de Giscard. Non, c'est de la terre cuite. Tu as le diable, tu as le bénitier, et ensuite tu as les anges qui sont dessus. Mais c'est des blocs différents. Et ils sont assemblés, et il y a des barres en fer qui les tiennent dans le mur. D'accord? Comme du béton armé, en fait. Alors, donc la ferraille qui est dedans va faire bouger l'aiguille de la boussole. Ah oui, ça interfère. Ok, donc, d'accord. ça veut dire que le phénomène, il existe. Il y a là, c'est pas truqué. Hein, il n'y a pas un mec de TF1 avec un aimant qui est caché derrière la nana ou le mec, je sais pas ce que c'est. Et donc, il y a bien un phénomène. Mais est-ce que c'était voulu dès l'origine? Peut-être, hein, puisque les boussoles existaient à l'époque. Je suis assez partisan de ça aussi. Alors, par contre, je voulais dire, par ce signe, tu vaincras, pas le, c'était la maxime légitimiste du cercle de Narbonne. Ah ouais. Aussi. Oui, in hoc invinces, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça nous ramène encore. On retrouve à Rennes-les-Bains et qu'on retrouve sur le porche de l'église aussi. Cercle de Narbonne où il y avait le frère de l'abbé Saunière qui était. Alfred, ouais. Voilà. Et on peut retrouver l'émission avec Christian Doumergue chez toi, Damien, où il développe tout ça. Suivons cette direction en ligne droite. La première croix que nous rencontrons est celle du Calvaire, à la sortie de l'église de Rennes-le-Château. Si nous continuons dans cette direction, sur quelques kilomètres, nous allons atterrir dans un autre village, Rennes-les-Bains, juste à l'endroit où se trouve le cimetière, précisément sur une tombe qui est marquée bizarrement d'une flèche. Oh merde, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable de relier 2 croix. Sans forcément aligner les croix quand il n'y a que 2 points, tu peux faire une droite. Non, mais tu te rends compte comme c'est génial comme reportage. C'est-à-dire que les mecs qui sont sur le calvaire de Rennes-le-Château, ils vont tracer une ligne. Bon, je pense qu'ils l'ont tracé au préalable, mais tu pars là et tu dis on va suivre cette direction et comme par magie, on tombe sur une autre tombe avec une croix. Mais c'est fabuleux. Alors, tous ces trucs-là existent. Hein. La pierre tombale est réellement fléchée. Tout ça est vrai. Hein. En plus, c'est ça qui est hallucinant. Et cette flèche, elle y est toujours, cette petite flèche qu'on voit là. Mais c'est un symbole. Mike, il a peut-être une lecture peut-être plus ésotérique que moi, mais je sais qu'il y a une signification. On les retrouve hein, sur d'autres tombes. Hein. C'est pas impossible. Si tu veux, c'est la flèche qui monte le ciel et en fait, là, il est fléché vers le bas, donc c'est pour faire la liaison terre-ciel. C'est un truc catho qu'on peut retrouver ailleurs. Mais peut-être Mike, tu as une autre explication? Oui, après, il y a... Bon, là, c'est plus une allégorie. Il y a les runes aussi sur certaines tombes qui étaient mises pour le... c'est-à-dire la flèche vers le haut, c'était la mort, et puis la naissance, à l'inverse, dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, c'est la tombe de la mère et de la sœur de l'abbé Boudet, par exemple. Donc, c'est là que c'est intéressant. Tu te dis, waouh! Et l'abbé Boudet s'est pas fait enterrer là, justement, parce qu'on aurait dû rechanger l'épitaphe et ça aurait peut-être enlevé la flèche. Enfin, ils auraient modifié le codage. Il y a eu plein d'explications comme ça. On a envie d'en savoir plus hein, une fois qu'on a dit ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si nous repartons du calvaire de Rennes-le-Château et que nous suivons la même direction en ligne droite, allons-nous trouver sur le chemin une autre croix. Au bord d'une route, en pleine campagne, il y a en effet la croix de Gavigno. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai jamais été la voir. Moi, elle m'a toujours intrigué parce que voilà, on la voit dans le reportage, mais elle a quelque chose, non? Il y a un N et un S dessus, non? Le fait est qu'il y a aussi cette histoire du I, du 7 qui semble être joint, tu sais. Oui. C'est un code, voilà, en fait, qui forme la lettre M, en fait. Okay. Et qu'on retrouve sur la croix près du Bézu aussi. Et donc, la jambe du 7, en fait, est quasiment verticale et parallèle au I. Et une fois rejoint, en fait, on voit qu'à l'extrémité gauche du 7, eh bien, ça fait ces 2 chiffres qui forment un M. C'est ça l'idée. Encore un codage. Sans doute. Donc établi un triangle en reliant les 3 croix. Et c'est dans ce périmètre que des centaines de chercheurs creusent en vain, depuis 30 ans,
pour trouver le trésor de la Bessonnière. Il est certain que de nombreux témoins ont vu pendant des années la Bessonnière parcourir les sentiers de la région. Que cherchait-il? Avait-il obtenu des renseignements sur l'emplacement d'un autre trésor? Ou choisissait-il une cachette pour y enfouir son magot? Une chose aussi, c'est que le trésor du triangle d'or, c'était le livre de Jean-Luc Chaumeil de 1979, qui parlait déjà de cela aussi avant l'ennemi sacré, tout ça, avant Lincoln. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a toujours cette histoire de triangle. Ouais. Après, ouais, est-ce que les chercheurs ont cherché sans relâche dans ce périmètre? Moi, je crois pas. Hein. Enfin, oui, sans doute que oui, mais quand tu ouvres n'importe quel livre sur Rennes-le-Château, on ne te parle pas de ce triangle. Non. On va te parler d'autres lieux, la source du cercle ou le Sarbaïrou, enfin des choses qui reviennent assez souvent, le Cardou, mais jamais vraiment de ce triangle. Un des indices qu'on a retenu, c'est que l'abbé Saunière est allé à Paris faire déchiffrer des parchemins et qu'il est revenu avec une reproduction d'un tableau de Nicolas Poussin. Attention, alors, là c'est la belle histoire. Oui. Ça, ouais, parce que là, le fait qu'il soit allé à Paris, tout ça, c'est véridique? Il n'y a pas du tout. Non, il y a rien. Il faudrait vérifier, je pense, les trajets, les chemins de fer d'époque et voir si on retrouve son nom, peut-être. Mais moi, personnellement, j'ai eu des sources comme quoi il aurait été quelque part, pas à Paris spécialement. À Lyon? Je peux pas dire vraiment, mais il aurait été quelque part pour se faire décoder, parce qu'il aurait peut-être trouvé sous la dalle. Bon, après, ça, c'est personnel. Mike a de bonnes infos, donc moi, je lui fais confiance. Mais en ce qui concerne, oui, les relevés des chemins de fer, peut-être à vérifier si un saunière, on ne le voit pas. Mais est-ce que c'est pas Boudet qui partait à Paris, comme il était à la Société des Sciences? Et peut-être, oui, aussi. Parce que quand on parle de saunière, on parle de Boudet souvent. Hein. Oui. Il y a un jeu de miroir assez impressionnant. Alors, les bergers d'Arcadie, là, qu'on va voir, personnellement, moi, j'ai travaillé dessus, j'ai obtenu des résultats probants. Jean-Pierre Garcia a travaillé dessus et il a eu des résultats probants aussi, notamment par rapport à la pique grosse du Bugarage qu'on voit entre les bergers, là, c'est vraiment la montagne qu'on voit au milieu. Quand on fait une comparaison tableau pique grosse, à moins d'être de mauvaise foi, c'est quasiment la même chose. Je sais pas, Mike, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Je serais plus réservé pour les deux autres montagnes entre le Cardou et le Bézu, mais il y a quelque chose avec ce tableau. Moi, dans le dernier bouquin, je le traite pas, mais je l'ai traité dans les autres. L'abbé Boudet l'évoque à la page 301 de son livre. Donc, il y a vraiment quelque chose. Je suis encore un peu partagé, mais il y a... Bah non, en fait. Oui et non. Il y a peut-être un lien. Mais pour revenir très rapidement sur Sonia, je pense que ces décollages qu'il a eus lui ont peut-être servi à créer tout ce domaine et l'église, et qui est enfin un domaine alchimique qui est relié un peu à ce dont on parlait en off des fois, au Plessis-Bourré, à toutes ces demeures alchimiques, et qu'on retrouve après à d'autres endroits, Notre-Dame de Marseille. T'as vu, Damien, il dit ça et il n'a pas lu mon livre. Hein. Donc, voilà. En couleur. En couleur, bien sûr, c'est mieux. Non, mais oui, c'est ça. Non, ils vont en parler après, donc on va continuer. Mais quand ils vont parler du tombeau des Pontiles, ça serait bien qu'on s'y arrête aussi un petit peu, parce que c'est là où il y a le lien. Ah ben oui. Les bergers d'Arcadie. Pourquoi a-t-il choisi cette reproduction? Selon certains experts, le fond de ce tableau ressemble étrangement à certaines montagnes de la région. Et le point d'où l'on peut voir ces deux montagnes se situe au lieu dit le tombeau d'Arc. Ce tombeau d'Arc est en ligne droite avec la croix de Rennes-les-Bains et celle des Gavignons. Je pense qu'ils n'ont pas montré le tombeau d'Arc tel qu'il était à l'origine parce que ils ont peut-être pas pu choper quelqu'un qui avait le document, qui avait la photo parce qu'il a été démonté en 1988. Ouais. Mais le tombeau qu'on voit est un tombeau qui a été, je crois qu'il a été construit en 1905. Hein. C'était le maçon Bourrel qui l'avait construit, c'est ça, Mike? Ouais, puis c'était Laurence qui l'avait repris, l'américain là, qui l'avait repris pour enterrer sa grand-mère, ses chats, tout ça, il les avait momifiés. Et donc, tu as vraiment ce tombeau qui a exactement la même forme que celle du tableau. Oui. Donc, le tableau est plus ancien que le tombeau, si tu veux. Mais moi, j'ai toujours pensé que le tombeau des Pontiles avait été là pour faire comme un bornage, pour dire c'est l'Arcadie commence ici. Tu vois, voilà, vous avez le tombeau des bergers d'Arcadie, l'Arcadie commence ici, et derrière, tu as le Bézis, en fait.
Et puis tu as le Cromlech, voilà, de Rennes-les-Bains. Et puis tu as le menhir des Pontils qui est pas loin non plus. Et voilà, Menhir des Pontils, où on peut le relier au 17 janvier avec la ligne avec Sirius et tout ça. Ouais. Nous allons donc agrandir le triangle et joindre le tombeau d'Arc à Rennes. Mais c'est quoi ce truc creusé là dans la roche? Ça, c'est les fondations du château de Blanchefort. Hein, Mike? Tu as été là-haut? T'es monté? Oui, je suis allé, ouais. Moi, j'ai jamais été. J'ai pas vu le marquis, mais j'ai été. Eh ben, le marquis qu'on a vu tout à l'heure, qui dit qu'il est sur un gros coup mais qui peut rien dire, eh ben, il est propriétaire de ce domaine. C'est ça. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Le château. Sur le chemin, nous trouvons les vestiges du château de Blanchefort, surplombant une falaise aux grottes mystérieuses. Toujours en ligne droite, à quelques kilomètres devant nous, Rennes-le-Château. Est-ce dans ce deuxième triangle que se trouverait le trésor? Officiellement, les fouilles sont interdites, mais la nuit, les recherches continuent. Alors, les fouilles sont interdites sur le territoire de la commune de Rennes-le-Château. Alors, Rennes-le-Château, tu as le petit village, mais c'est très étendu, hein, ça va jusqu'à Rennes-les-Bains, c'est immense en taille. Cette zone-là, elle est interdite aux fouilles, mais après, dans le droit français, toute zone est interdite aux fouilles, d'une certaine manière. Et il faut savoir pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y avait des dynamitages par Charroux à l'époque. Le premier qui a écrit sur Rennes-le-Château, Trésor du Monde, en 62. Et parce que, pour ne pas faire d'amalgame, on a dit qu'en 1974, Jean-Pierre Monteil écrit le premier livre sur Rennes-le-Château hors la sphère plantardienne, on va dire. Le premier livre, c'est l'Or de Rennes. Et après, tu as quelques trucs qui sont sortis. Et ce que dit Mike est totalement juste, mais c'est dans Trésor du Monde, il y a un petit passage sur Rennes-le-Château. Voilà, donc en fait, Mike a raison dans le fait que le premier écrit qui arrive, c'est Trésor du Monde. C'est 62, non? C'est quelle année? 62, ouais. C'est marrant parce qu'on est à la même période que Chérizet et Plantard aussi, 62. Bah, il paraît qu'ils étaient copains, toi t'en sais peut-être plus, mais... Ben, on a la même époque des réseaux gaullistes. Alors là. Ouais. Et puis il y a cette histoire d'Alpina aussi en 54 avec, ça c'est avec Paoli. Matteo Paoli, qui parle de cela. On en parlera de ça plus tard. Donc on sent qu'il y a une mouvance quand même déjà avant que l'affaire ne sorte. Oui, parce qu'en 62, quand il parle de Gisors, Plantard et Chérizet, après il y a les fouilles qui sont faites à Gisors, puis on les revoit à Rennes-le-Château après, comme s'ils n'avaient plus le droit de parler de Gisors, peut-être. Peut-être. Oui. Mais je crois que notre ami Jean-Patrick Pourtal nous prépare un bon bouquin là sur les Templiers et l'érection. Donc, je crois qu'il a bien fouillé le sujet, donc ça va être intéressant à lire. Et alors, il faut savoir qu'il y a eu, comme il y a eu des batailles quand même entre chercheurs à l'époque dans les années 60 de Charroux. Ils sont gentils. Et il y a eu un mort, un clandestin, il était enterré, hop, terminé. Allez, c'est fini. Ah ouais? Ah ouais, il y a eu un mort. Ouais. C'est pas trop sûr. Mais mort de quoi? Il a été tué par les autres? Il a été tué, ouais. Mais comme il n'avait pas de papier, il n'avait pas de... Voilà, ils l'ont terminé. Ah ouais, ça... Okay. Sympa l'ambiance, hein. Ah ouais. Mais on sait pourquoi? On sait... Parce qu'il y avait des batailles entre chercheurs. À l'époque, ils réglaient les comptes, peut-être. Ah oui, d'accord, mais on n'a pas plus d'infos sur... j'ose pas imaginer que ça soit vrai. Je pense pas que les chercheurs s'entretuent entre eux. Alors, cette information... c'est ironique. Hein, moi, je l'ai d'une bonne source. C'était ironique, Mike, hein, tout simplement. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, non, mais moi... oui, d'ailleurs, tu as mis ton gilet pare-balles. Non, tu l'as enlevé. Non, mais moi, je crains pas, je crains personne, je m'en fous, mais il y a des gros coups de pression qui sont donnés par certains, oui, bien sûr. Qu'aurait donc trouvé l'abbé Saunière? Les hypothèses sont nombreuses et les avis sont partagés. S'agit-il du trésor des Mérovingiens ou de celui du roi Salomon rapporté par les Romains? D'autres encore pensent que c'est le trésor de la reine Blanche de Castille. Mais ils sont dans quoi, là, pour être carrément dans des espèces de petits bateaux Moi, je sais, mais Mike, il le sait aussi. C'est le marquis qui est en bateau, là. Il prend le bateau, là, cette fois. Tu sais où c'est, toi? Dis-moi, vas-y. Parce que là, j'ai... Eh ben, normalement, ce lieu, il n'est pas du tout à Rennes-le-Château, c'est à Cuisa. Il y a un endroit où il y a ça, en fait, et il y a encore les bateaux en polystyrène pour aller visiter.
Donc, Ah ouais? et c'est très marrant parce qu'ils disent la nuit, les recherches continuent. Tu sais. C'est génial de dire ça. Tu dis, la nuit, les mecs, ils lâchent rien. La journée, ils font péter de la dynamite. Mais la nuit, les recherches continuent. Ils ne dorment jamais, les gars. Ils cherchent le Graal Pierre comme Otoran et Gadal. Ouais, c'est ça. Dans les barques. Non, en fait, d'après ce que j'ai su, parce que j'avais quand même posé des questions, c'est qu'à un moment donné, la prod avait besoin de montrer un lieu souterrain, avait besoin de montrer. Et il y a eu ça qui a été proposé à Quiza et ils ont été faire le petit film. Ouais, donc du coup, c'est quand même. Ouais, mais c'est bon, quand même à un moment donné, tu es obligé de montrer un souterrain. Je pense que si tu veux faire de l'image, il faut quand même. Parce que Philippe Brunel montre aussi un souterrain dans son reportage. Je pense que pour le visuel d'un documentaire, tu dois quand même mettre le téléspectateur en immersion et dans le réel. Donc, à un moment donné, enfin voilà. Puis je pense que la prod n'était pas là très longtemps, donc il a fallu vite trouver quelque chose. Par opportunisme, ils se sont dit on va aller à Quiza et puis ça le fera. Dans un des épisodes des Compagnons de Balle, ils sont aussi en bateau. La société secrète. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Ouais, bon, en tout cas, ça marche bien. C'est sûr que tu vois cet épisode quand t'es gamin, à l'époque, c'était de la folie. Il y a des souterrains, il y a ci, il y a ça. Là, t'as tous les éléments d'une super histoire d'aventure et de mystère. Ouais. Ou celui des Templiers, qui se cachent dans ces grottes et ces rivières souterraines. Ça doit pas être très pratique là de se déplacer avec ça. Et... C'est des barques en carton. avec... Surtout qu'elles sont en carton, alors ça prend l'eau. C'est avec ça qu'ils ont fait la dalle. Oui, c'est vrai. Il y a tout qui flotte en fait. Après 30 ans de recherche, je pense effectivement que ce trésor existe toujours, et s'il existe toujours, il est bien là. Non, attends, mais pause. Ce monsieur Chatillon, Mike, c'est qui? Parce que ça fait 30 ans qu'il cherche, moi j'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Bah, je connais pas plus que ça, non. Ouais, bon. Il cherche la nuit, je pense. On ne doit pas le croiser. En plus, ils ont mis Monsieur Chatillon, tu sais, t'as même pas le prénom, rien, quoi. Bah oui, moi je le connais pas, parce que tu sais, les chercheurs, en fait, tout le monde se connaît. Et puis, oui, on se connaît, ouais. On se connaît tous. Oui, tout le monde ne s'apprécie pas, mais tout le monde se connaît, tout le monde connaît les écrits de tout le monde. Donc voilà. Mais Monsieur Chatillon, non, c'est un livre que. Est-ce que c'est pas un personnage qui a été rapporté à la fin, histoire de donner un peu de. Pas forcément, parce que des chercheurs, t'en croises pas mal quand tu vas là-bas. Et puis il y a même tu rencontres des fois des chercheurs qui n'ont aucune notoriété, c'est-à-dire c'est des mecs qui cherchent dans leur coin, ils font leurs travaux, tu les rencontres, ils connaissent des trucs sur le bout des doigts et tout, et t'en as jamais entendu parler, ni sur les réseaux, ni sur rien. Hein. Ouais, ils font ça dans leur coin, quoi. Ils font ça dans leur coin, en lumière. Et puis voilà, mais c'est marrant parce que l'histoire, moi la première fois que j'arrive à Rennes-le-Château en 2002, je rentre dans l'église et il y avait un mec, il avait un Marcel blanc, il avait un short, tu sais, marron avec des poches, il avait des chaussettes sandales, il avait un chapeau de paille, des lunettes et tout, et le mec, je peux, il devait avoir 65 ans. Et il dit, il était avec sa boussole comme ça sur le bénitier, mais comme on avait l'impression que c'était un mec de l'office du tourisme qui était là juste pour faire croire aux visiteurs qu'il y avait des chercheurs. Et il commence à me raconter, enfin on était deux, puis il commence à raconter, il dit ouais, et ben voyez, quand on est là, quand on va dans cette direction, ça amène à une croix, donc tu vois, il reprenait un peu mystère, donc c'était bien. Tu te dis, oh, bah, disons, tu l'as vu à la télé, tu le vois en vrai maintenant, c'est génial. Donc, en fait, il dit vrai. Et à un moment donné, il me dit, ouais, et là, il y a une autre direction, mais je peux pas. Ah, il fallait suivre le regard des anges. Oui, il y avait la boussole et il y avait le regard des anges. Je crois qu'ils regardent tous au même endroit d'ailleurs. Bon, peu importe. Et il me dit, oui, à un moment donné, il y a une croix au-dessus, c'est gravé, il y avait. Donc, il y a la tombe de Jésus quelque part. Voilà. Et alors, il te met ça dans la tête, tu sais. Puis après, tu réfléchis, tu te dis, oh putain. En fait, ça prend, en fait, le rêve prend corps, tu te dis à ce moment-là. On n'a jamais entendu parler d'une croix avec qui avait écrit dessus, mais c'est pas grave. Lui, il l'avait en tout cas. Avec un I. Ah, peut-être. Ah, oui. Un I inversé, tu t'imagines? Un I inversé, ouais. Péditant le passe. Alors lui, c'est le meilleur. Ah oui, bon, là, on a rejoint la scène d'ailleurs. Tu regarderas, il a une croix égyptienne autour du cou. C'est un initié de Memphis Mesraïm, tu vas voir. Oui, ou d'un Bork. Être chercheur, c'est vouloir accéder à la vérité cachée. Donc au moment où vous mettez la main dessus, c'est une joie tellement profonde que vous la gardez pour vous.
Pardon monsieur, bonjour. Bonjour. On peut vous poser quelques questions? Mais vous pouvez toujours. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Je cherche le fabuleux trésor de Rennes-le-Château. Je ne sais pas si c'est moi qui le trouverai, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et oui, c'est la chute. Il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. On avait rejoué la scène d'ailleurs, Rudy. On l'avait refait. Ouais. Moi, je l'ai. À Rennes-le-Château. J'ai une vidéo inédite où je suis dans la cavité du Bézis et on refaisait la scène, mais je ne peux pas la diffuser malheureusement. Pour cause de droit à l'image. Mais c'est dommage, ouais. C'est une bonne vidéo en tout cas. Et oui. Ah, mais donc, il n'y a pas l'interview après derrière avec Jean-Pierre et. Ah, moi, j'ai que ça, ouais. J'ai pas l'interview d'après. Vous trouvez ça dans l'émission numéro 6, je ne sais plus, numéro 4. Bah, du coup, non, attends, je dois la voir. Rêver tout le monde, mais vous l'avez vu en regardant ce film, il y a souvent loin du rêve à la réalité, et le chemin qui sépare le rêve de la réalité est parfois semé de nombreuses difficultés. C'est ce que vont d'ailleurs nous confirmer, je dirais, nos chercheurs de trésors. Alors, je les rejoins, nos chercheurs de trésors. Oui, vous l'êtes tous tous les trois un petit peu quand même. Vous, Michel Laflandre, vous êtes collaborateur de Trésor Magazine. Il y a même un magazine qui s'occupe donc de trésors. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose à trouver à Rennes-le-Château et dans les environs. Michel Laflandre. S'ils savaient qu'en 2025, personne n'a encore rien trouvé et qu'il y a probablement peut-être rien. Bah, il y a sans doute rien à trouver, oui, c'est sans doute ça, ouais. Plantard devait le savoir. À peu près. C'est pour ça qu'il pouvait monter son truc. Hein. Mais quoi, du sonnant et du trébuchant ou la clé du secret de la Bessonnière? Non, la Bessonnière a trouvé au départ de l'argent. Il n'a pas trouvé tout ce qu'il y avait à Rennes-le-Château. Il a trouvé d'autres choses que de l'argent. Et partant, il a dû faire mousser, amalgamer les deux affaires. Mais la part qu'il a laissée sur place est certainement encore très supérieure à ce qu'il a pu trouver à l'époque. C'est votre avis, Jean-Pierre Monteil? J'ai un avis un petit peu différent. Mais... J'ai pas compris ce qu'il dit. La part. C'est ça qui oui, et ce qui reste est probablement supérieur à ce qu'il a trouvé à l'époque, mais ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Non, il se base sur quoi pour dire ça? Enfin, ça m'a toujours fait halluciner, ça. Enfin, sur quoi il se base en fait? Mais non, mais rien n'a de sens de toute façon. Dès que tu mets un peu de logique, en fait, rien n'a de sens. Ça pourrait se retrouver dans Picsou. Picsou Magazine. Et tu sais qu'il y a un épisode de Picsou avec le prix Audition. Je ne l'ai jamais retrouvé, mais je sais que c'est lui. Mais Christian a découvert d'ailleurs dans le journal de Mickey. Ouais, comme quoi. Oui. Ils sont pas tout à fait contradictoires. Je pense que le trésor de Rennes-le-Château, si vous voulez, il y a deux pistes principales. Il y a une piste possible pour un trésor matériel, et là je rejoins ce que vient de dire M. Laflandre, et une deuxième piste qu'on ne doit pas éliminer trop vite, qui est autre chose qu'un trésor matériel. Des documents qu'il aurait négociés. Des documents possibles, ou bien quelque chose, et un certain nombre d'éléments aujourd'hui pourraient nous permettre d'aller dans cette direction-là, quelque chose qui aurait trait à un message, mais alors là je voudrais poser tous mes mots, mettre des guillemets devant et derrière, relatif à une espèce de révélation universelle. Dites-moi. Ah, bah tu vois. Ça, je suis assez d'accord. Ça colle avec ce que j'ai dit. Oui. Mais c'est là où tu te dis, Jean-Pierre, il avait capté le truc dès le début. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais dès 74, c'était bon. Oui. Et il était jeune en 74 parce qu'il avait, je sais pas, 26, 27 ans. Imagine la maturité des mecs de 27 ans il y a 50 ans en arrière par rapport à aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas dénigrer, hein, je ne veux pas faire le vieux con, mais tu te dis la qualité. Bon, après, voilà, Jean-Pierre, c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Ouais. Absolument hallucinant. Regardez ces visiteurs, des têtes couronnées, des gouvernants, une grande cantatrice, mais c'est absolument incompréhensible. Voilà un petit curé de campagne qui reçoit l'archiduc d'Autriche. Comment est-ce que vous l'expliquez, Laflandre? C'est certainement ce qui accrédite le plus certainement et le plus formellement l'hypothèse que le trésor, en tout cas, lui a permis d'attirer à lui des gens considérables. Alors, je pense que l'hypothèse de Jean-Luc Monteil est aussi vraie.
Et certainement que s'il a pu attirer tout ce monde-là, c'est parce qu'il détenait aussi des connaissances qui valaient quelque chose. Pas nécessairement qui valaient quelque chose en numéraire, mais qui valaient quelque chose. Mais il est vrai qu'il a attiré des têtes couronnées et même des empereurs, enfin des prétendants à l'Empire. Je pense à Jean de Habsbourg, qui l'a fréquenté. Emma Calvé, vous le dites dans le film, mais on n'imagine pas aujourd'hui ce que ça représentait à l'époque. Moi, je voudrais dire que Rennes-le-Château, pour moi, ça va faire un petit peu sourire, mais vous vous souvenez de l'émission Le Schmilblick? Eh bien, Rennes-le-Château... Si, il y a un rapport très important. Rennes-le-Château, c'est que vous ne faites pas beaucoup avancer le Schmilblick. Vous allez voir. C'est un Schmilblick, mais dans lequel les gens qui sont devant les caméras arrivent avec des réponses au lieu de poser des questions. Et ça a compliqué formidablement le problème. Et aujourd'hui, Rennes-le-Château est arrivé au niveau du débat des spécialistes, donc on ne peut pas ce soir avoir débat de spécialistes. C'est très compliqué. On est en boucle dans l'affaire de Rennes-le-Château. Mais il a tellement raison. Et c'était il y a 32 ans. Et c'est exactement ça. C'est ça. Et je me rappelais plus de son intervention d'après le reportage, tu vois. Dans l'Arcane du Roc Noir, d'ailleurs, il parle des Habsbourg, il voit le lien avec l'Autriche. Ah oui, bah ça, c'est oui. Non, mais après, sur son analyse critique de ce qu'est Rennes-le-Château déjà en 92, mais on se rend compte que c'est exactement la même chose aujourd'hui. T'as beau amener des éléments concrets et tout, si les gens ont envie de croire au leg, ils vont croire au leg. S'ils ont envie de croire au grand virage, ils vont croire au grand virage. S'ils ont envie de croire à la maquette d'André Douzet, ils vont croire à ça. Et c'est ça. C'est même, c'est le marasme total. Et quand tu essayes de faire du tri dans tout ça, et ben. Au décodage d'Alain Féral aussi, qui est derrière moi. Ouais, mais Alain Féral, il a. Mais Alain Féral, c'était. Oui, mais Alain Féral, moi, ce que je peux montrer, il structure son livre à partir de la clé de la VLC. Alors là, par contre, c'est prouvé, je veux dire. Moi, c'est le calque de la VLC, tu poses sur ces dessins, ces dessins sont structurés selon le calque. Exactement. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui s'est transmis. Et il le dit dès son introduction, Alain Féral, dans Clé du Royaume des Morts, il dit « Les dessins et la disposition des dessins nous ont été suggérés ». Donc ça veut bien dire qu'on lui a donné une matrice, c'est-à-dire un plan, puisque Pierre Plantard était dessinateur industriel, il n'avait aucun mal à lui donner une structure, et il a structuré ses planches là-dessus. Et j'ai eu confirmation par Tony Bontempi, qui a les originaux, parce qu'il y a l'édition Bellisiane, on ne va pas rentrer dans le débat d'experts, mais... Et il m'a dit, l'édition Bellisiane de 88, c'est ça, par là en tout cas, ou 90, est faite en facsimilé identique aux premières éditions de Clé du Royaume des Morts. Donc il n'y a pas de déformation, c'est-à-dire que c'est OK, c'est bon. Et quand tu prends le calque de la VLC et que tu le poses sur les dessins, et ben, tu te rends compte que Féral a structuré ses plans comme ça. C'est pour ça que ces plans du domaine sont faux. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Garcia l'a démontré que les plans de Féral étaient faux par rapport à la réalité, mais maintenant on comprend pourquoi. Donc ça se transmet en fait tout ça. Mais je suis très très étonné de la modernité du propos de Jean-Pierre par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Ça me fait halluciner. J'avais pas revu ça, tu vois. Et quand il va parler des hellénistes, qu'il faut être latiniste, helléniste, il va le dire après. Il a raison. Pour avoir le clé du décodage aussi du système de Plantard et tout ça, il faut avoir des sérieuses bases de données quand même. Mais Plantard, il a structuré. Mais il est très intelligent. Mais Plantard a structuré ses documents et ses documents apocryphes à partir de la clé de la VLC, de la vraie langue celtique de Boudet. Et ça, c'est. Alors voilà, moi je montre tout ça. Donc on sait que Plantard, quand il arrive à Rennes-le-Château, il a déjà la VLC, il a déjà tout le truc. Et il le sait, donc il peut monter l'histoire qu'il veut, puisqu'il sait très bien que quoi qu'il arrive, on ne trouvera pas de trésor à Rennes-le-Château. Donc les gens vont chercher, vont nourrir les Grégor de manière infinie. Si un jour le cromlech est établi, et aujourd'hui c'est le cas, et tu verras que ça fera pas beaucoup de bruit, puisque moi finalement j'ai publié, ça fait pas plus de bruit que ça, je m'en prends plein la gueule par certains, mais c'est pas grave, puisque de toute façon les faits sont là, donc les faits ils seront là pour l'éternité, maintenant on n'en a plus rien à faire, et tant pis si les gens sont pas contents. Mais enfin certains sont pas contents, moi tu sais que je me suis pris des insultes, hein. Je me suis fait insulter en message privé et tout. Allez, c'est un truc de fou. Et ça devient un peu dangereux par moment. Hein. Bon, après, quand tu les as face à toi, ils sont beaucoup plus calmes. Ça, c'est l'avantage. Il paraît qu'il y aurait un... Oui, dis-moi. Je sais pas, mais il paraît qu'il y a un dossier Lobino qui aurait été retrouvé dans un chocolat poulain.
Là, je ne sais pas si c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu entends par ça? Ah oui, par rapport à Emma Calvet. Oui, mais et tu sais que si tu retournes Emma Calvet, il y a Saint-Sulpice derrière. Oui, on en a parlé. Et je sais qu'il y a Emma Calvet qui apparaît sur une photo, je ne sais pas si c'est celle des chocolats poulains, mais elle a la croix occitane sur sa robe. Eh oui. Ouais, tu chercheras. La croix du Sud, Zepfel. Ouais, c'est des symboles qui sont sur sa robe, symboles géométriques. Ah, ces occultistes. Mais aujourd'hui, Rudy, Jean-Pierre Monteil, il en pense quoi de tout ça avec le recul maintenant? Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute, te donnera jamais de réponse toute faite, si tu veux, parce que ça n'a aucun intérêt de donner une réponse toute faite. C'est-à-dire que si c'est bon, à moindre mesure, mais moi j'ai publié ce livre là, L'énigme s'arrête ici, où j'explique et j'expose comment fonctionne la VLC et la finalité de la VLC en partie, parce que moi j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais cette révélation, c'est un bien grand mot, mais cette explication du moins, elle est amenée dans un contexte avec un roman et tout ça. Si demain quelqu'un vient et tu lui poses la carte de la VLC, la clé dessus et tu lui dis bah là le Chromelex c'est ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la démarche et de comprendre le chemin que tu prends, et quand tu te casses la gueule, quand tu reviens, quand tu continues, puis c'est la leçon que tu en tires. Tu sais, on dit toujours que l'initiation, ce qui est important, c'est la quête, le chemin, et pas la finalité. La finalité n'a aucun sens, en fait, n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est tout le chemin de formation qui t'y amène. La queste. La queste. Par exemple, je sais pas, il y a un château en haut d'une montagne. Bon, bah, si tu vas en hélico, tu es dans le château, super. Mais en fait, tu es dans le château. Par contre, si tu as galéré à marcher pour y arriver, eh ben, le chemin a fait que tu as peut-être rencontré des gens, tu t'es peut-être pété la gueule, tu t'es peut-être posé, tu as peut-être médité. Et du coup, bah, tu t'es formé. C'est un peu cette idée-là. Jean-Pierre, il est tout à fait dans cette démarche-là. C'est quelqu'un qui sera toujours à l'écoute, avec qui tu peux discuter. Moi, j'ai passé des heures au téléphone avec lui. On a beaucoup discuté, voilà. À Rennes-le-Château, sur place, c'est. Et toi, tu l'as discuté des heures, passer des soirées entières à discuter. C'est passionnant. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une culture incroyable, et une humilité, une connaissance ancienne. Ouais. Personne rare, mais voilà. Après, ce qu'il en pense, ben ça c'est propre à lui. Hein. Je peux pas te dire ce qu'il dit là dans. Ça suffit, je pense, à comprendre un peu sa pensée. Il va te parler d'un trésor matériel puis de quelque chose d'un peu plus universel. Mais il parle beaucoup de l'imaginal aussi. Justement, du surréalisme magique, c'est un de ceux qui en parle à Rennes-le-Château, et peu en parle de ça. Je le rejoins là-dessus. Ouais. Je le rejoins là-dessus. Les deux revers de la médaille. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais, ça paraît surréaliste pour les gens qui nous écoutent, mais... les deux revers, c'est Gino Sandry et Jean-Pierre. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, mais c'est tellement précieux d'avoir pu échanger avec ces personnes et d'avoir... Et en fait, c'est toujours marrant parce que quand tu rencontres Gino Sandry ou que tu rencontres Jean-Pierre Monteil, à la limite, au début, tu te dis, tu vas pouvoir t'entretenir avec eux, bah, tu vas leur dire, bah, alors comment Plantard a connu la VLC? Il y a vraiment un trésor à Rennes-le-Château, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vas y aller cash. En fait, pas du tout. Quand tu commences à parler avec eux, bah, finalement, ces questions, elles existent même plus, tu t'en fous, tu vas parler d'autre chose. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, le côté premier degré de cette affaire disparaît assez vite quand tu discutes avec ces gens. Exactement. C'est vrai. On est d'accord, Mike, hein? Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, je suis content. On parle de plein d'autres choses différentes après. Parce que plein de choses sont autour de Rennes-le-Château annexes. Pour comprendre l'affaire de Rennes-le-Château, il faut comprendre tout ce qu'il y a autour aussi. Oui, mais c'est ce que je te disais hier. Tu peux la comprendre. Voilà. Ça dépend jusqu'à où est ton attente par rapport à cette affaire. Si ton attente, elle est qu'on cherche. Si tu veux, si ton attente c'est du premier, second degré, je pense que maintenant tout est publié pour que tu puisses comprendre. Oui. Si après ton intérêt est plus élevé, bah après c'est de plus en plus compliqué. Mais tout dépend ton degré. Il y avait Rouel aussi qui était très j'adore. Qui était très. Qui avait un hermétisme, une connaissance aussi. Paul Rouel, il dit un paquet de conneries. Il fait exprès de le faire. C'était génial, Paul Rouel. Il avait une manière de raconter. Ouais. Il te dit l'échelle de la Bessonnière est encore dans le trou. Il y a un ravin. C'est l'échelle de Jacob. Oui, et c'est tout en allégorie. Et il a une manière de raconter avec cette voix. Ah oui, une voix incroyable. Le plus grand regret, c'est qu'il ait été si peu interviewé, tu vois. C'est vrai. Et moi, je l'ai rencontré en physique.
Mon épouse, elle s'est Il bien était assez entendue malade avec après, et hein. elle a bien rigolé avec, ouais. Non, mais il était. Paul Rouel, ouais, c'est un regret. Si tu veux, il y a une émission de lui sur YouTube. Il y a 2 émissions. Oui, Carton, Jean-Claude Carton. Non, oui, mais c'est pas Carton qui l'interroge. Il est passé dans Top Secret aussi. Enfin, il avait tout. Il avait fait son Top Secret avec le Top Secret. Voilà. Ouais, mais lui, 2006. Il était le dentiste de Chérizet, c'est ça? C'est ça. Ouais, Dentiste de Chérizet. Ouais. Tout est lié, tu vois. Oui. Ouais, Pierre Cuit. Voilà. On pourra en parler pendant des heures, tout ça. C'est un surréaliste de toute façon. C'est un surréaliste. Et il le disait bien, il disait qu'il faut jamais dévoiler l'affaire de Rennes parce qu'il faut laisser le rêve se faire. Et de toute façon, tu peux pas résoudre cette énigme. L'attente des gens sur cette énigme est trop grande, si tu veux. Elle est même biaisée, puisque l'attente, elle correspond à quelque chose qui n'existe pas. Mais comme ils sont persuadés que cette chose existe, comme personne ne pourra la créer, sauf par un Maxi Grégor, peut-être qu'un jour un trésor va apparaître sous la Terre. Hein, Mike, hein, c'est ce qu'on disait hier, on ne sait pas. Donc ça continuera tout le temps. Mais je pense que si on s'en tient à une recherche trésorière pure et dure, je pense qu'on s'est trompé de voie. Mais totalement. Personnellement. Et ça, même le trésor en lui-même, il a même plus d'intérêt. Enfin, je sais pas, c'est. Il y a tellement. Le trésor est ailleurs. Oui, mais moi je connais des gens. La vérité. Ouais, mais j'ai connu des gens qui ont cherché le monétaire à fond les bielles et qui finalement l'ont pas trouvé et il y avait pourtant d'autres choses à voir et ils n'ont pas voulu les voir et ils sont restés sur le côté matériel et ça les a fait vriller parce qu'en fait ils étaient plus déçus que. C'est le précieux. Voilà, le précieux. Mais bon. De toute façon, il y a un processus de distanciation, je pense, au bout d'un moment à faire avec Rennes le Château pour avoir les idées claires. C'est une maladie, hein, moi je disais. Contagieuse. Ah, bah après, il y a des maladies, t'en meurs pas, mais il y a des maladies, tu peux en mourir. Moi, je crois que celle de Rennes le Château, à un moment donné, c'est Ludo qui disait que c'était une prison mentale. Ben, il y a une sorte d'égrégore, hein, comme dit Ludo aussi, moi je pense que. Et puis, ça, c'est une idée de l'imaginal, c'est que chaque chercheur amène sa théorie, son idée, mais peut-être qu'elle se crée réellement dans l'imaginaire et réel après, par la suite. Ça c'est une idée. On avait discuté de ça avec Ludo. Ouais. Et la question qui est très importante, qui est probablement beaucoup plus importante que l'affaire de la Bessonnière, c'est pourquoi on a prêté qu'aux riches, c'est-à-dire, rejoignant ce que vous venez de dire, pourquoi depuis... partant sur les légendes qui, depuis plus de 1000 ans, tournent dans cette région sur des questions de trésors, avec le fameux triangle mythique, la mort, la caverne, le diable, dont le centre est le trésor, si vous voulez, qui est le véritable archétype des histoires trésoraires, hein, dans le monde entier. La question est la suivante, pourquoi tant de gens se sont ingéniés à brouiller des pistes, et pas d'une manière aussi stupide et aussi superficielle qu'on a bien voulu le dire. Parce que quand on dévide le fil des canulars, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement bien montés, et qu'il faut être paléographe, historien, helléniste, latiniste, philosophe, ésotériste, etc. J'en passe et des meilleurs pour arriver à comprendre un petit peu cette affaire. La question qui m'intéresse, et j'imagine qui intéresse tous ceux qui nous regardent à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a que dans les bandes dessinées ou dans les livres d'aventure qu'on parle de trésors. Or, Michel Laflandre, vous avez l'air, vous, de dire qu'on marche sur des milliards, qu'il y a des trésors un peu partout, et en France surtout, et qu'il suffirait de chercher pour les trouver. Ah, il suffirait pas, il suffit de chercher pour les trouver. Vous en avez trouvé, vous? Personnellement, je cherche celui de Rennes-le-Château. Donc oui, pas encore c'est tellement trouvé. compliqué que ça vous monopolise complètement, vous n'avez pas le temps de chercher. Il est devenu quoi, d'ailleurs, ce gars? Il y a... Alexandre Balou. Inconnu. Ah non. Non, lui, Laflandre, là. Ah non, je sais pas. Je crois qu'il travaille pour Picsou Magazine maintenant. Mais... Ouais, pour les chocolats poulains. Bah, Alexandre Balou ne s'est pas risqué à rebondir sur les propos très bah d'ailleurs, il le regarde même hermétistes. Plus. Non, mais voilà. Tu regarderas, il le regarde même plus, il est en train de remettre ses chaussettes. Hein. non, parce que Jean-Pierre, après, on va entendre. On verra ce qu'il va dire, ouais. Jean-Pierre. Je suis ailleurs, tout à fait. Mais on trouve combien de trésors par an en France? Plusieurs centaines, c'est très difficile à dire, parce qu'il y a des gens qui le disent parce que la plupart des gens se taisent.
Mais quand ils peuvent parler dans des enceintes un peu plus restreintes, ils se confient. Par exemple, nous, on reçoit des lettres, des centaines de lettres de gens qui nous disent soit j'ai trouvé quelque chose, et pas des petites choses, des kilos, voire des dizaines de kilos d'or, soit je suis sur le point de trouver quelque chose, aidez-moi, donnez-moi un élément ou quel matériel de Ils l'ont trouvé, comment ça, dans leur jardin, en faisant un trou pour planter un arbre? Oui, ce ne sont pas des trésors. Dans la cave, dans les poutres des appartements? Dans la cave, dans les poutres, dans les greniers. Chaque cas de figure est différent. Mais disons qu'il y a quand même quelques cas de figure types autour duquel se greffe une légende, une histoire familiale. Ce sont souvent des fortunes familiales que les gens trouvent. On ne va pas donner de nom, mais est-ce que vous connaissez, par exemple, quelqu'un dont vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui il vit très bien de la découverte d'un trésor? Ah oui, moi j'en connais. Moi j'en connais. Moi j'en connais. T'en connais toi, Mike? Le marquis, oui. Et tu un trésor? Non, je plaisante. Le marquis. Oh, il vit bien, je crois qu'il est heureux. Il en a marre de toute cette histoire, il en a plein de oui. À chaque fois il le dit, il en a marre. Mais je peux comprendre. En même temps, ça amène du monde et tout. Non, mais je peux comprendre. À un moment donné, il y a un ras-le-bol. Je sais pas, je vis pas là-bas, mais bon, à Rennes-les-Bains, tu croises quand même des sacrés énergumènes. Eh oui. Bien, moi je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissiez peut-être déjà, non? Pascal Koenig, vous le connaissiez? Parce que lui, c'est un chasseur de trésors aussi, mais il ne s'intéresse pas à ce qu'il y a sous terre, il s'intéresse à ce qu'il y a sous la surface des mers. Et vous, Pascal Koenig, vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé... À plusieurs reprises. J'ai trouvé un certain nombre de choses, mais on peut les voir, je dis ça parce qu'on peut les voir. D'ailleurs, si vous vous tournez vers cet écran, voilà, racontez-nous. Ça, ce sont des amphores. Bon, apparemment, c'est banal, mais ça vaut de l'argent, hein? Oui, ça vaut de l'argent. En fait, ce trésor a été trouvé au Baléares et on travaillait avec toutes les autorisations officielles. Alors là, on passe tout de suite à autre chose, des choses beaucoup plus dorées. Alors là, ça fait tout de suite un peu plus rêver. C'est des lingots? Ce sont des lingots d'or. Le même genre de lingots d'or qui ont été trouvés sur un bateau qui a coulé en mer de Chine, qui s'appelait le Geldermalsen, avec 160 000 porcelaines chinoises à bord aussi. Et c'est toujours une découverte de Pascal Koenig. Et voilà les lingots d'or qu'on a trouvés. Ce sont des lingots d'or qu'on a trouvés en France. C'était pas un secret, c'est à Belle-Île-en-Mer. On travaillait tout à fait officiellement avec un organisme. Ah, mais tu vois, Laurent Voulzy avait codé sa chanson alors. C'était ça. Hein. Une belle chanson dans Woolsey, c'était les choses cachées derrière les choses. Tu sais qu'il y a un truc qui est étonnant. Qui est Brocéliande. Ouais. J'en avais parlé et ça m'avait. Alors, je sais pas si les gens possèdent tous. Non, c'est compliqué. Il avait sorti, tu sais, son album Listen Love. Et dedans, il y avait la chanson Jeanne. Tu sais, c'était une sorte de pop médiéval. C'est un super bon disque d'ailleurs. Et à l'intérieur, tu as des chansons en français et puis quelques chansons un peu en anglais. Des parties de texte qui sont en anglais. Et il y a une des chansons dont le texte est... Attends que je ne dise pas de bêtises. Non, la chanson est en anglais. Et dans le livret collector, elle est retraduite en français. Et ça te fait allusion à un lièvre, à des fauteuils. Ça collerait relativement bien à l'affaire de Rennes. J'ai plus tout en tête. Du diable, ouais. Oui, mais ça colle et c'est assez intéressant parce que c'est dans le livret collector. Et ça m'étonnerait pas. Parce que les choses derrière les choses, il évoque Brocéliande en fait. Après, c'est pas un secret, Woolsey et Souchon, c'est des francs-macs, donc je sais pas jusqu'à où ça peut aller, mais normalement on doit pas le dire. Merde. Ils l'ont dit, c'est bon, on peut le redire. Non, mais voilà, comme quoi l'ésotérisme ou des choses comme ça intéressent toujours un petit peu. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est en langue anglaise et que le texte est traduit en français. Alors, je sais pas, la langue anglaise, le français, je sais pas, c'est pas une vraie langue celtique, un truc comme ça. Mais toujours est-il que il y a une allusion qui est assez. Je te le retrouverai, Mike, je te l'enverrai. Ouais. C'est assez intéressant. Oui, bon, après les amphores. Mais du coup, à Rennes-les-Bains aussi, ils ont trouvé des amphores romaines dans des grottes. Et peut-être sous la piscine. Sous la piscine, il y avait des trucs aussi. Et cette fameuse histoire en 94 là, de l'armée qui serait venue en face de la piscine aussi, qui a des statuettes. Alors, raconte-nous l'histoire. Qu'est-ce que tu sais de cette histoire qu'il y a derrière la fameuse croix d'Elmas à Rennes-les-Bains? Parce que, bon, là, pour ceux qui nous regardent, on parle de Rennes-le-Château, mais en fait, tout ce qui se passe à Rennes-le-Château se passe à Rennes-les-Bains. Hein. C'est juste en bas, hein. C'est 4 km plus loin. Et à l'entrée du village, il y a la croix d'Elmas, tu sais, la première. Ouais.
Et il paraît que derrière, il y avait une grotte. Il y a eu Oui, l'armée serait venue dans la nuit en 94 et ils auraient fouillé, et puis ils auraient tout refermé rapidement. Et le mur aujourd'hui est bétonné, ouais. Voilà, il est bétonné. Ouais. Et il y aurait des statuettes et on soupçonne même certains ministres qui étaient là, je ne peux pas citer de nom, mais qui étaient à l'époque dans toutes ces recherches-là, quoi, qui étaient derrière le sang contaminé, tout ça. Voilà. Ok. Qui auraient été liés à toute cette affaire. Ah ouais. Mais ça, on a des preuves ou c'est juste des on-dit de... C'est des sources, hein, certaines sources. Mais après, oui, il y a eu quelque chose dans la nuit, ça se dit là-bas en tout cas. Après, oui. Ça, ce serait réel. Hein. Mais est-ce que c'est pas un éboulement du truc qu'il a fallu peut-être consolider rapidement? Enfin, je sais pas. Tu fais pas ça la nuit, à la limite. Hein. Tu bloques la route. Et il y a eu des témoins, semble-t-il, de cette opération. Ouais, il y a eu quelque chose. Après, ce qui est intéressant de savoir, ça serait qu'est-ce qui a été découvert à l'intérieur. Tu sais, Rennes-les-Bains, c'est une ancienne station romaine. Donc, les vestiges romains, tu en trouves là-bas. Dans les caves, il y a encore des colonnes. Le bâtiment qu'ils ont retapé, tu sais, qui est en face de la place, là, de Rennes-les-Bains, on voit encore les colonnes romaines. Après, il y a de la mosaïque qui a été trouvée sous la piscine, mais Mike, il connaît mieux par rapport à d'autres choses qui ont été trouvées. Et je pense que la partie la plus intéressante, c'est ce qu'il doit y avoir sous l'église de Rennes-les-Bains. On en avait parlé, il y a une crypte, ça c'est sûr, puisque ça a été rebouché. Et là, ça serait intéressant d'aller voir, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des structures anciennes. L'église a dû être construite sur un temple plus ancien. Oui. Ça, c'est intéressant sur le plan historique, tu vois. Et si Boudet a trouvé quelque chose ou quoi, à mon avis, il l'a planqué là-dessous. Il n'y a aucun moyen du tout d'y accéder aujourd'hui Si, il faudrait de la dynamite ou un tracteur ou tu vois, un truc un peu costaud, mais je sais pas. Mais là, non, oui, on en avait parlé. Non, mais ça c'est quelque chose qui, sur le plan historique, est super intéressant. Il y a eu des travaux dans l'église en 1898, donc un an après que Saunière ait terminé son église. Il y a des travaux qui ont été faits à Rennes-les-Bains, ils ont rebouché le mur. Le mur le mur mitoyen entre l'église et le presbytère, il a été rebouché. J'ai publié la photo. Franchement, si tu vois pas qu'il y avait une porte là, tu as encore la forme de la porte, puis c'est rebouché, puis voilà. Donc il y avait bien un accès entre le presbytère et l'église. Oui, mais alors pourquoi personne ne... Moi, en fait, c'est toujours ça qui m'intrigue, c'est qu'il y a tout ça, mais tu as l'impression que tout le monde a envie de cacher ça, qu'il faut pas le montrer, qu'il faut... Je veux dire, s'il y avait eu un fameux accès, par exemple, à la crypte qui est, enfin, en tout cas, sous Rennes-les-Bains, là, puisque tu dis que ça a été construit peut-être sur un ancien temple, etc. Ouais. Mais des personnes y ont eu accès peut-être avant les années 90, avant les années 70, tu vois, ils auraient pu... Ah non, parce que si ça a été rebouché, ça a été rebouché en 1898. Ah oui, donc depuis... ok, d'accord. Du temps de Boudet, donc après, c'est fermé, et puis après... depuis, plus personne n'a jamais... Mais Mike, il en sait peut-être plus que moi, mais moi j'ai entendu dire qu'il y avait encore des souterrains et tout vers la salle des fêtes de Rennes-les-Bains jusqu'à l'église. Il y a encore des structures, il y a encore des structures qui sont là-dessous. Après, Rennes-les-Bains, c'est riche, dans le sens que c'est une ancienne station thermale, donc il y a automatiquement des vestiges. Puis il y avait les sources, il y avait tout ça. Hein. Ouais. Oui, après, on en voit des vestiges romains de toute façon quand tu arrives à Rennes-les-Bains. Sur la droite, là, tu sais, tu as ces vieux trucs, là, ces vieux bâtiments, là, que tu peux rentrer dedans même. Donc voilà. Je crois mais c'est très intriguant. Hein, en invoquant 3 fois le livre de Trésor du Monde, on a des réponses, il paraît. Ah ouais, c'est ça. On a des sources salées, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très intéressant, effectivement. À savoir d'ailleurs, même, est-ce que tu sais, toutes ces vieilles maisons là qu'il y a à Rennes-les-Bains, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des accès très village italien, hein. On se croit en Italie presque. Ouais. Oui, sur ce rocher comme ça, effectivement, ouais, c'est vrai que ça fait un peu italien, ouais. Mais est-ce que de ces maisons, il n'y a pas des accès peut-être très anciens à des caves, des choses comme ça qui sont peut-être... Ah bah ça, c'est ce qui se dit. Hein. Moi, j'en ai pas vu personnellement, mais oui, ça se dit, bien sûr. Mais Mike, comme il est là-bas plus souvent que moi, il a dû en entendre plus que moi. Mike, t'as jamais visité de choses comme ça, toi, là-bas Pas Rennes-les-Bains, en tout cas. Ok. Ouais. Sous Esperaza, il y a certains souterrains, oui.
Ouais. Oui, mais après, c'est des souterrains de type quoi? Naturels, qui sont creusés avec l'érosion, l'eau, des choses comme ça? Ou tu sens que c'est des souterrains qui ont été manipulés par Ah, l'homme de façon ça, c'est 50-50, hein. Justement, ouais, je pense que les souterrains qui ont été faits de main d'homme, oui, oui, probablement, ouais. OK. Mmh. Ouais, donc c'est des endroits propices à des caches, Bah, il y a toute une de théorie actuellement trésors. sur les souterrains dans le château aussi, enfin, ça fait Ouais, moi, floraison, là. je reste sceptique sur les Oui, souterrains oui, de oui, oui, c'est château, une parce théorie. qu'un souterrain qui partirait de Rennes-le-Château pour aller jusqu'à Custossa, faut une sacrée logistique. Ouais, parce que quand tu Comme il y vois la a distance entre les 2 châteaux et puis surtout il Tu y as vu la a pente un qu'il y aurait sacré et ah la ouais. pente, ça monte. Ouais. il y a même un petit train qui pourrait aller sous la mine d'Alet, il paraît. Ah oui, mais ça, mais c'est une mine, donc ça, c'est encore possible. Il y a un petit train souterrain qui relie Rennes-le-Château pour, Ah oui, ils finiront Mmh. bien par le faire. on n'est C'est pas vrai que rendu. imaginer un souterrain qui relie Custossa à Rennes-le-Château, là, c'est compliqué quand même parce que c'est vrai que tu as une Ah sacrée bah, distance et puis, tu as un et puis va dénivelé, après tu as encore la salle qui passe, tu vois, il ah faudrait puis va creuser. creuser là-dedans, quoi. C'est un truc de fou, ouais. Ouais, mais même une faille naturelle avec le temps, les mouvements de terrain. Déjà que ça s'effondre Mmh. autour de Rennes-le-Château, t'imagines jusqu'à Custossa? Puis Mmh. pour faire quoi? Pour relier deux églises? Qui Je est vois pas. fermée d'ailleurs, hein. Moi, la dernière fois que j'y suis allé, elle était fermée, l'église de Custossa. Ah, mais tout le temps fermé. Elle est tout le temps fermée. Ah ouais? Non, mais là, elle était fermée, genre, il y a marqué danger, je sais pas quoi, effondrement, Oui, parce qu'il y a la crypte dessous. alors que ça y était pas là avant. Et d'ailleurs, ils ont même retiré, je sais pas si j'en avais parlé, Rudy, ils ont retiré la plaque aussi qui était sur le presbytère. Là, ça m'a Ouais, étonné. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils ont tout retiré. je sais pas. Je suis pas Comme retourné. à Cassagne, elle est souvent fermée, l'église aussi. Enfin, il y a beaucoup d'églises fermées, hein, qui sont Ah intéressantes, bah, hein. ouais, ça, c'est la France, parce qu'il y a du pillage, donc c'est normal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, encore dans les années 80-90, c'était souvent ouvert, hein. Les églises, tu rentrais dedans sans problème. C'est vrai qu'après, ça a commencé à être vraiment fermé, etc. Et c'est. Mais celle-ci, ouais, je crois que la dernière fois sur Custossa, il y avait marqué que c'était vraiment genre danger, fallait pas s'en approcher, etc. C'était limite en train Mmh. de s'effondrer, quoi. Ouais. Du coup, Ouais. on n'a pas écouté Jean-Pierre? Ah Mais oui, on va Jean-Pierre Montaigne, l'écouter alors. il dit. Ah oui, Oui, l'audio. On L'audio. va l'écouter, oui. Attends, je vais l'afficher l'audio. En fait, je lui ai posé. En fait, tout simplement, c'est que pour faire cette émission, je me suis permis de le contacter et lui poser certaines questions par rapport au reportage. Et il m'a fait un vocal qui est tellement intéressant. Je lui ai demandé si on pouvait le diffuser. Il m'a donné son accord. Donc, comme ça, tout le monde pourra profiter de ses réponses 32 ans plus tard. Oui. Et c'est Eh ben, bien écoutez, aussi que les gens soient encore là et puissent encore partager. eh ben, on écoute ça alors. Alors écoute, je vais répondre à peu près à tes questions. Je garde un excellent souvenir de ce tournage qui était d'ailleurs improvisé puisque l'équipe de TF1 est arrivée sur place, ils ont cherché quelqu'un et en fait c'est des copains qui les ont dirigés vers moi à l'époque, donc en disant Jean-Pierre Montaigne peut sans doute vous répondre, donc voilà. Ça s'est passé comme ça, et très bien le tournage lui-même, aucune consigne particulière, pas de pilotage, rien du tout. Sur les deux questions techniques que tu me poses, c'est très simple. Pour ce qui concerne le décodage de la stèle de la Marquise, c'est moi qui l'ai fait. Je l'avais exposé dès 1975, c'est-à-dire à la sortie de mon premier livre, mais il figure en toutes lettres dans mon second. Donc dans mon deuxième livre, c'est-à-dire le dossier secret de Rennes-le-Château, qui est sorti chez Belfond, le noir, celui qui a eu le plus de succès d'ailleurs à l'époque, il y est en toutes lettres dedans, reproduit, etc. Ça, c'est la première des choses. Quant à la question concernant les traits, les triangles, etc., ça figure à la fin de mon premier livre. C'est une tentative personnelle que j'avais faite. À l'époque, personne ne faisait de lien, ne reliait pas les monuments, etc. Moi, j'avais un petit peu au petit bonheur relié des églises, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça a le mérite d'antériorité, c'est tout. Donc ces deux choses-là sont effectivement des découvertes tout à fait personnelles, et il n'y a pas que celle-là d'ailleurs à l'époque. À l'époque, j'ai fait beaucoup de découvertes
dont la plupart des gens ne savent même pas que c'est moi qui les ai faites, et tel que le deuxième chemin de croix, bien sûr, de Rennes-le-Château. Que te dire d'autre? Non, en anecdote, il n'y en a pas eu particulièrement, si ce n'est que une fois en plateau, c'est-à-dire plusieurs mois après, bon, ça s'est bien passé avec Alexandre Balou, mais qu'on a fait une petite prise de bec tous les deux parce que à un moment donné, j'ai été obligé de le recadrer parce qu'il voulait pas me laisser m'exprimer assez longuement, et il m'avait lancé sur une question où il fallait une réponse assez longue. Donc si tu observes bien la vidéo, tu verras qu'à un moment donné, il y a une petite, à peine, hein, ça se joue un dixième de seconde, mais il y a une petite friction entre nous deux. Je lui reprends la parole et je reprends la main dans l'interview, quoi. Voilà. C'est tout. Si une anecdote rigolote peut-être, j'étais monté sur Paris à l'époque, il faisait chaud, j'avais pas de veste, et la veste que j'ai sur le plateau n'est pas à moi, c'est celle du réalisateur qui avait réalisé quelques mois auparavant le film, qui me l'a prêté puisqu'il était là, il me dit je vais te passer une veste, etc. Voilà. Mais c'est tout, c'est la seule anecdote, tu vois. Tout le reste c'est parfaitement bien passé, quoi. Voilà. Donc tu vois, voilà. Mike, il a bien répondu, parce que moi je me posais la question de savoir d'où venaient les théoriques mystères développés. En fait, c'était bien les siennes. Et oui. Ouais, mais c'est dommage que tu vois, sur le final, il explique bien que Balou voulait pas trop le laisser parler. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre quand même ce truc de. Tu sens que c'est vraiment le truc de télé, quoi. Tu vois, ils ont fait C'est le venir grand public. Ouais, voilà. C'est un peu trop intellectuel ou un peu trop. Il leur a parlé de trésor, ça suffit, tu vois. Faut pas leur expliquer que c'est un truc qui peut aller plus loin. C'est ça. Ouais, ils vont même pas sur Boudet, ils vont pas sur Gélis, ils restent vraiment. C'est trop compliqué. Oui. Ça devenait trop compliqué pour lui. Mais il fallait recentrer sur le trésor. Il n'y a que ça qui compte. Ouais, c'est le trésor, Rennes-le-Château. C'était le but, de toute façon, d'émission. Et c'est vrai que quand il parle de Rennes-les-Bains, à aucun moment il parle de l'abbé Boutet, du livre. Enfin, est-ce que tout ça d'ailleurs c'était quand même pris en compte à l'époque ou pas du tout? Est-ce qu'on liait Boudet? Ouais. Si, parce que Plantard dès 67, il parle de Boudet. Il a pas de raison d'en parler, mais il en parle. La production ont dû bien se renseigner, mais ils n'ont mis en avant que ce qui était bankable. Quand tu regardes Grand Virage en 1h38, c'est le hasard, hein, mais en 1h38, ils ne traitent pas de Boudet. Imagine en 12 minutes sur TF1 un soir de prime time. C'était normal à la limite qu'ils aillent pas plus loin. Ouais. Puis Boudet, c'était un sujet qui était vaporeux à l'époque. Oui. Maintenant, c'est autre chose, mais voilà, pour l'époque, c'était trop, je pense. Ouais. Ouais, ça rendait le truc un peu compliqué. Là, on dit, il a trouvé un trésor, il y a peut-être encore des restes sous le Rennes-le-Château, basta, tu vois. C'est bien parce que du coup, nous, on s'y est tous intéressés par cette émission, on a lu des bouquins, on a découvert Boudet, on a découvert Gélis, on a découvert tout ça, donc on s'est dit, tiens, l'histoire, elle est vraiment immense, et c'est là que la maladie commence à te gangréner le cerveau. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible, comment toutes ces choses... Et l'effet mystère, enfin l'effet de ce petit document a eu un impact énorme quand même, c'est sûr. Ah bah oui, je pense que ça a marqué énormément de personnes. Hein. Oui. C'est clair. Hein. Tu sais, c'est comme le mystère de Oak Island en nouvelle. C'est pareil, hein, c'était dans le Digest Reader, je crois, un truc comme ça. Reader Digest, je sais plus. Reader's Digest. Et du coup, c'est pareil, plein de gamins se sont mis en tête d'un jour potentiellement découvrir le fin mot de l'histoire, ce qui est d'ailleurs en train d'être fait en ce moment avec les deux frères là. J'ai oublié comment ils s'appellent là, mais ils ont racheté l'île et tout. Tu vois, tu dis c'est fou. Comment ça peut partir de pas grand-chose. Vous excuserez les joies du direct. C'est gros chat. J'ai le chien qui est monté en haut et qui s'est pris le bec avec le chat. Voilà. Ah mince. Voilà, t'es immortalisé sur YouTube. C'est gros chat. Téléchat. Mais c'était des chats, ouais. C'est gros chat. C'est complètement ça. Ouais. Bon, excusez-moi, j'ai pas suivi la discussion du coup. Non, on parlait d'Oak Island. On parlait d'Oak Island et que c'était un peu le même cas que Rennes-le-Château, c'est-à-dire que il suffit que ça soit diffusé quelque part. Donc nous, en l'occurrence, c'était TF1, mais Oak Island, ça a été dans un magazine aux États-Unis. Et du coup, des gens sont tombés amoureux de l'histoire au point d'y consacrer presque leur vie, tu vois. Et Rennes-le-Château, ça a été pareil. Et l'impact de ce document aussi fait qu'il n'y a pas Internet à l'époque.
de mystère. Et donc, forcément, les gens l'enregistraient en VHS, ça se filait sous le manteau, peut-être, et c'était exclusivité, puis on ne pouvait plus le retrouver. Ah, tu l'as loupé. Ouais. Il y avait ça aussi, je pense, pour beaucoup. Ils l'ont diffusé 2 fois, quand même. Hein. Oui. Mais qui, pour beaucoup, découvraient, ils ne pouvaient pas, à part lire, ils n'avaient aucune information autre. Quoi. En compte, moi, j'avais même pas le nom. Donc, ça a été encore plus compliqué. Eh oui. Donc, je cherchais dans les rayons ésotérisme et tout. Et on ne trouvait pas grand-chose en littérature sur Rennes-le-Château dans les années... avant les années 2000, il y a 25 ans en arrière, c'était pas évident de trouver quelque chose. Il n'y avait pas vraiment Internet, il fallait vraiment aller dans les librairies. C'est ça. Donc voilà, l'offre, elle était très, très c'est un truc bien précis, ouais. C'est clair. Ça l'est encore aujourd'hui, c'est un truc de niche. Hein. Oui, mais ça l'était encore plus à l'époque. Ouais, ça l'est, parce que moi, j'ai tenté d'écrire un livre vraiment grand public, tu vois, vraiment pour toucher le plus grand public possible. Vraiment, les gens, même qui connaissent pas du tout l'affaire, peuvent lire ce bouquin et comprendre énormément de choses. Mais même ça, c'est compliqué, puisque le public, il vient plus vraiment sur ce genre de choses. Oui. Sauf si si je passe chez Hanouna, c'est sûr que ça ferait de la... Non, je dis Hanouna parce qu'il avait de l'audience, mais je veux dire, voilà, c'est pas tellement mis en avant aujourd'hui. On est plus sur le féminin sacré maintenant que sur Saunière et tout Plantard et tout ça, quoi. C'est sûr, ou la VLC, ou on est... Oui, mais moi je suis plus sur la piste alchimique avec Cromlech et le creuset naturel, mais et en plus c'est sourcé et c'est démontré, donc c'est chouette aussi. Mais bon, ça viendra, et puis le public change, les thématiques changent. Bien sûr. Donc, mais peut-être qu'on y reviendra, va savoir si un jour il va pas y avoir une actualité Rennes-le-Château, et du coup tout le monde va à nouveau se mettre à s'y intéresser, et ton livre va peut-être ressortir à ce moment-là. Mais tu vois, je pense que tous les 30 ans, il y a des changements. Non, mais il suffirait qu'il y ait un nouveau Da Vinci Code, tu vois, un nouveau truc comme ça, et puis du coup tout le monde se repassionne pour ces idées. Ces histoires-là, quoi, tu vois. Donc, on voit bien que ça va crescendo, l'histoire dans le château. C'est 62, 82, on va par 20, quoi. Après, il y a, tu vois, c'est... Bon, non, mais le problème, c'est qu'il y a eu Oleg et le grand virage en même temps, donc tu as le plus et le moins, tu sais, comme en électricité, et du coup, ça a un petit peu tout paralysé, parce que en plus, ils se sont pris le bec les deux ensemble. Voilà, c'est une période. Il n'y a rien eu pendant 3-4 ans, à part les livres de François Lange et puis un peu Valais avec Chanterac et tout. Il n'y a pas eu de grande... Disons qu'on s'amusait plus en 2003, 2004, 2005, c'est ça que je veux dire. Et puis... Ouais, puis après, les gens... Tu sais, les gens, ils se désintéressent aussi, mais c'est normal. C'est un sujet qui est évolutif, mais il y a toujours les vieilles vidéos qui traînent, il y a les vieilles théories qui traînent, donc les gens, ça dépend ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu, du coup, ils restent sur les vieilles théories. Et généralement, quand tu vas te balader là-bas, tu entends des gens parler, ils reviennent encore sur la légende et tout ça. Oui, tu te rends compte, il a trouvé un trésor, voilà. Et ça évolue pas quand... En fait, il faudrait qu'il y ait une sorte de cercle, entre guillemets, scientifique, où toutes les avancées, tu vois, tout ce qu'a pu faire Christian Doumergue, ou tout ça, des choses qui sont vraiment établies, soient posées, et puis que les gens puissent s'y référer en disant, bah voilà, c'est le truc le plus à jour aujourd'hui, c'est plus ou moins ça. Plutôt que de revenir toujours sur la maquette, au Poulpérios, tout ça. Je sais pas, t'en penses quoi, Mike? Au Poulpérios, il y a quelque chose en lien avec l'affaire? Moi, j'aimerais bien savoir quoi. Peut-être. Ouais, en tout cas, il cite le château de la Dame de Trèfle. Qui? Mais André. Ah, André, oui, d'accord. Le château de la Dame de Trèfle qui a un code. Que moi, je dis comme château des veilleurs. Ah, d'accord. Oui, vu sous cet angle, je veux bien. D'accord. Oui. Mais je pense que André, il fait du surréalisme, mais malgré lui. J'ai un peu de mal. Non, mais malgré lui, c'est ce que je dis. Voilà. Oui, malgré lui. C'est du surréalisme à l'envers, mais pas forcément dans le bon sens. Quoi. Bon, Alain Ferral faisait de la peinture picturale, oui, Alain Ferral, par contre, c'était 3D. Tu sais, il faisait ces sortes de peintures, ces sortes de tableaux en relief.
Ben, notre ami André fait un peu la même chose avec des élastomères, du plâtre. Voilà, c'est un peu la même chose. Du carton. Aussi. Bon, et sinon, et Mike, toi, tu en penses quoi du coup justement de l'avenir de Rennes-le-Château? Tu penses qu'à un moment donné, ça va un peu se perdre comme ça jusqu'à ce qu'un nouveau, je sais pas, une nouvelle actualité arrive Bah, comme sur je te dis, moi je pense que film? tous les 20-30 ans, il y a un renouveau. Ouais. Soit il y a un auteur qui arrive, qui met tout par terre. Rudy, ça a été le cas en 2014-15. Oui, alors, ce qui est dommage. Je me rappelle de ta conférence à l'époque, il y avait un monde fou. Ouais, mais c'est un peu ce qui est dommage. Et t'es arrivé, voilà. Ouais, je suis arrivé à un moment où ça marchait bien, c'est vrai, mais le livre que j'ai fait aujourd'hui est bien plus qualitatif et beaucoup plus structuré et beaucoup plus fondé que ce que j'ai pu faire avant, puisque ce que j'ai fait avant était encore un peu imbibé du mythe. Donc malheureusement, il y a le mythe qui est encore dedans, donc forcément, sur la forme, bah, ça va donner un truc plus alléchant parce que le mythe est encore présent. Par contre, celui que j'ai fait là est nettoyé, est loin du mythe, justement, du mythe plantardien, on va dire post-67, mais il est beaucoup plus à l'origine de ce qu'est réellement cette affaire, et donc il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fondé. Donc ce livre va avoir une vie à un moment donné, c'est obligé. Ça a eu un petit peu là parce que c'est sorti, et à un moment donné, il aura une vie, puisque, sans prétention, mais si les gens travaillent sérieusement sur cette affaire, ils viendront forcément à ce livre. Parce que c'est le décodage de la VLC qui fonctionne. Même si, disons que le monument celtique est révélé tel que Boudet nous le demande de le faire. C'est ce qu'on discutait hier. Il est sur la forme, il est là, sur le fond et sur sa fonctionnalité. Certaines personnes seront plus à même de dire ce qu'il en est. Moi, j'ai pas les connaissances d'occultistes assez poussées pour l'instant pour pouvoir expliquer clairement ces choses-là. Et encore, tu sais qu'en alchimie, on doit dévoiler sans dévoyer. Donc là, c'est dévoilé, comme ça tu ne le sera pas disais, dévoilé. dans la VLC, il y aura peut-être certains noms qui vont sortir. Voilà. Mais on n'en dit pas plus. Oui, puis de toute façon, si les choses doivent se faire, elles se font. Ça, le coup de la providence, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours cru. Je pense clairement qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment pour certaines choses. Et moi, j'ai un ami qui m'a dit, la matrice, par rapport à une personne que j'ai connue, cet ami m'a dit, la matrice te l'a donnée, la matrice te l'a repris. Voilà. Oui. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a une forme de providence. À un moment, les choses doivent se faire et elles se font. Et de toute façon, c'est une histoire qui, normalement, n'était pas faite pour le grand public. On est d'accord, Mike? L'affaire de Rennes-le-Château, vraiment dans son entièreté, n'était pas du tout faite pour le grand public. Et la VLC n'était même pas faite pour le grand public. Il y a un livre intéressant, c'était de Mathieu Paoli, Les dessous d'une ambition politique. Ouais. Nouvelle révélation sur les trésors du Razès et des Gisors. C'est un livre intéressant, mais qui parle justement de cette histoire de récupération de Rennes-le-Château, peut-être par le Jalpina, les Genevois. C'est quoi ce livre? Moi, je ne le connais pas. Il est assez ancien, hein. Mais voilà, je conseille celui-là pour avoir une grille de lecture différente. En ce qui concerne peut-être justement l'apport extérieur de certaines sociétés qui auraient pu monter en tout cas toute cette affaire. Enfin, je parle de Plantard et de Rennes-le-Château, et qu'en fait, ça viendrait peut-être justement de Suisse et d'ailleurs. C'est possible. Voilà. Mais tu sais que le duc de Blanchefort dit dans le reportage du Trésor au Vertige, à la fin, il conclut en disant « Il y a un jeu, il y a une vraie histoire. » Et ben c'est ça. Il y a un jeu et il y a une vraie histoire. Mais le jeu est devenu tellement énorme et les fantasmes sont devenus tellement gros que de révéler le Cromlech et de révéler comment fonctionne la VLC, c'est malheureusement pas assez gros par rapport aux attentes qu'en ont les gens. C'est tout le problème. Oui. Parce que les gens aimeraient qu'on découvre sous le Cardou ou n'importe où une nécropole dans laquelle il y aurait Excalibur, la navette de Roswell, le trésor des Templiers de Blanche de Castille, le trésor de Salomon, un temple rond, tu vois, des souterrains. L'autopsie de la Bessonnière. Hein? L'autopsie de la Bessonnière filmée.
La Bessonnière filmée, tu vois, un chemin de Document croix en or. secret, un document interdit nouveau. C'est-à-dire que les attentes, elles sont trop fantasmées par rapport à la réalité de cette histoire. Parce que, comme je te l'ai dit, même la VLC n'était pas destinée au grand public. Il y a un premier degré de lecture qui est grand public, mais il y a un deuxième degré de lecture, troisième, quatrième, qui est plutôt basé, pour les hermétistes. C'est une œuvre hermétique de toute manière. Et comme il y a plusieurs versions de la VLC qui ont circulé, en tout cas, les bonnes versions hermétiques, celles qui étaient décodables, ont été envoyées aux bonnes personnes. Et ça, je l'ai montré, démontré. Donc, on voit qu'en fait, c'est entre guillemets, une petite affaire à la base et qui a pris un... Parce que je pense que même le cromlech de Rennes-les-Bains, sur son côté alchimique, n'est pas plus intéressant que l'hôtel l'Allemand, même si en plus il y a un lien, que Brocéliande ou que le Terre ou Gisors. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on disait, ça doit être des lieux interconnectés entre eux. Après, voilà, ça dépasse... L'église de Brenac aussi, où on voit l'Arche d'Alliance. Oui, et puis même tu vas le retrouver à Notre-Dame de Marseille qui est à Limoux, donc juste à côté. Et en fait, tu vas te rendre compte que de dire que l'église de Rennes-le-Château et que les jardins, donc la première partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de 91 à 97, ils vont faire l'église et les jardins, ça fonctionne comme une demeure philosophale. Donc il y a une visée alchimique là-dessus. Et il n'y a rien d'étonnant à ça, puisque moi j'en fais une lecture fonctionnelle qui peut être vérifiée par tout à chacun. Et c'est pas plus étonnant que de dire que, comme l'a fait Attard, de dire que Notre-Dame du Cross a une lecture alchimique, que Notre-Dame de Marseille a une lecture alchimique. C'est quelque chose qui est relativement fréquent. Si ça fonctionne à Notre-Dame de Marseille et à Notre-Dame du Cross, je vois pas pourquoi on crierait des cris d'horreur parce qu'on dit que Rennes-le-Château est une demeure philosophale. C'est une demeure philosophale. Des gens qui étaient portés sur ces sujets-là, notamment autour du cercle de Narbonne, ont construit ça à cet endroit-là, et que cette demeure est un écho du cromlech de Rennes-les-Bains. Mais je vois même pas en quoi cette révélation fait hurler les gens. Enfin, tu vois, ça vaut pas des insultes de dire ça, surtout si cette chose-là est expliquée, comme j'ai pu le faire et le démontrer. De Jacques Coeur. Ouais, en plus, tu vois, donc je vois pas pourquoi les gens hurleraient à ça. Mais bon, parce que je pense qu'il y a une certaine forme de déception et oui, ils attendaient autre chose, quoi. Les gens veulent autre chose, c'est ça. Bon, après. Mais je pense que tu l'as dit, Rudy, hein, en fait, c'est-à-dire que le gap entre la réalité et les attentes est bien trop grand, et donc du coup, peu importe ce que tu leur apporteras, ça sera jamais au niveau, en fait. Donc, Ah, mais c'est ça. Moi, j'ai pensé. Bon, moi, j'ai encore reçu des retours de lecteurs, des super bons retours, donc je suis très content. Je me plains pas de ça. Je sais ce que vaut le bouquin et tout, et ce qu'il y a dedans. Mais c'est plus une analyse de ce qu'est le mystère de Rennes-le-Château aujourd'hui par rapport à ce que les auteurs peuvent apporter. Moi, je salue toujours le travail exceptionnel qu'a fait Christian Doumergue autour de cette affaire. Bien sûr. Le livre sur le prieuré de Sion ou le trésor... Le secret dévoilé. Le secret dévoilé. Il a fait un travail, mais qui est exceptionnel. Je le salue tout le temps parce que c'est vrai que. Ah oui, moi aussi, oui. Et puis il ouvre des pistes. Et après, quand on parle de ça à l'heure d'aujourd'hui, on va dire 2025 et de 2020 à 2025, tu prends le livre de Jean-Pierre de 1974 et tu te rends compte que tout est déjà là. Et le livre de Paoli dont je parlais, il date de 73, en fait. À la même époque que La Race Fabuleuse. Ah oui, mais La Race Fabuleuse, oui. Mais il paraît que c'est une autre équipe qui a fait ça. Il avait pris Gérard de Sète sous son bras et Paul Rouel est dans le coup. Hein. C'est celle de Fulcanelli. C'est Champagne. C'est Julien Champagne qui est dans le coup. Ouais, mais je ne l'ai pas relu, la Race Fabuleuse, je ne l'ai pas relu depuis un moment. Et il est marrant, ce bouquin. Avec le Marquis de B, c'est ça? Ouais, ça, c'est des trucs... c'est assez... J'aime bien ce genre de littérature un peu... Bien sûr. Mais il y a le Réveil des Titans aussi à lire en roman qui est pas mal. Parce que je ne me rappelle plus du nom du gars, mais le Réveil du Titan, c'est l'auteur était copain avec Pierre Plantard. Et quand tu le lis, tu retrouves des liens avec l'affaire. Hein. Il y a des trucs, c'est assez exceptionnel. Enfin, on pourrait en parler. Mais après, on va perdre tout le monde parce que c'est des trucs un peu... pas d'initiés, mais faut quand même bien connaître. Oui. Ah oui, je viens de trouver le Réveil des Titans, effectivement, Jean Rignac, c'est ça? Ouais, Jean Rignac, qui était ami avec Pierre Plantard, et je peux te dire qu'il y a des choses dedans qui sont fabuleuses. C'est un très très bon roman d'ailleurs, je le conseille. Vous pouvez le trouver à 2 € sur Momox, c'est pas cher. Ouais, là, je vois qu'il est. Non, moi, je l'ai lu et vraiment c'est super bien. Et c'est du surréalisme, mais c'est de la science-fiction et
Et si tu le lis et que tu imagines que tu es obésiste, c'est encore mieux. Ok, bon, Voilà. ça marche. Écoute, on aura découvert quelques petites choses à lire. Bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour sur tout ça, Mike. Oui, on a fait le grand tour. On a fait le grand virage. Ouais. On l'a fait nous-mêmes aussi. Ouais. Moi, je propose le grand rond-point, tu sais, c'est Le grand rond-point. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Mike. Merci Avec beaucoup, plaisir. Rudy. Merci, On aura donc, à vous. avec plaisir, et on aura redécouvert donc cette émission mystère donc consacrée à Rennes le Château qui nous avait vraiment marqué à l'époque. Et bon, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qu'on voit différemment, hein, comme le fait que ça a été là, par exemple, le fait que quand ils sont en train de creuser, tout ça se soit fait en fait uniquement pour la vidéo et tout, tu vois, ça retire, je trouve, beaucoup de Ouais, mais tu vois le bien qu'ils souterrain à la vont dans fin. le vide. Ouais, mais Oui, bon, oui, non, mais c'est sûr, mais bon. après, ils vont dans les grottes avec le bateau en polystyrène, donc tu vois, ça les a pas trop perturbés. Ah, mais c'était normal. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Rudy, merci beaucoup Mike. Et, On remercie Jean-Pierre aussi d'avoir répondu aux et questions. Jean-Pierre, effectivement, Et oui, pour merci son à Jean-Pierre. audio et sa réponse aux questions de Rudy. Effectivement, on en aura appris un petit peu plus. Et puis merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt Rudy, à bientôt Mike. À bientôt. Ciao. Bientôt.